va démarrer. Ah mais avec grand plaisir, tu voulais pas... Je voulais juste dire qu'on va faire une petite présentation de cette deuxième table, et c'est Emmanuel Alarénal, qui est le président du SPI court-métrage, qui va nous faire cette présentation sur la présence du court-métrage sur Internet, visibilité versus rémunération. Emmanuel, bonne chance. Je vais peut-être juste présenter nos Bien sûr. interlocuteurs et interlocuteurs, puisque nous avons la chance d'avoir là, cette fois-ci, une table ronde presque entièrement féminine. Ça fait très plaisir. Voilà, la parité existe. Et en plus, la parité se fait du côté, les femmes du côté, j'allais dire, du côté financier. Je veux dire, en tout cas, vous allez devoir vous exprimer sur la rentabilité et sur le fait qu'il faut rémunérer aussi la présence du court-métrage sur différentes plateformes où il est présent. Donc, je vous laisse la parole en 30 secondes, mais j'ai à côté de moi Marie Amachoukeli, voilà, réalisatrice, entre autres d'une caméra d'or, Party Girl, mais de beaucoup de courts-métrages qui avaient également gagné énormément de prix. Vous êtes là pour la SRF. Voilà, j'ai tout dit, je n'ai rien oublié. Il nous faut une première plateforme, et c'est Mubi, plateforme destinée de façon privilégiée au cinéma d'auteur, au cinéma de patrimoine. Et c'est Quentin Carbonel qui va donc parler au nom de Mubi. Juste à côté de vous, Pauline Ginaud. Alors je vais lire la phrase qu'on m'a dit de lire, parce que je ne comprends pas toujours. Vous gérez vente et distribution, la division non linéaire, là, on va vous expliquer ce qu'est une division non linéaire, du catalogue d'Octobre Public, qui est un catalogue donc, consacré à l'animation. Là, je ne dis pas de bêtises, tout va bien. Je continue. Rebecca Houzel, bonjour, bienvenue. Vous, c'est la société Petit à Petit, court-métrage évidemment, et tourné à peu, documentaire également, mais plutôt vers la Russie, vers les pays de l'Est. C'est votre territoire, j'allais dire, de prédilection. C'est ça, très bien. Non mais alors, si je dis des bêtises, ce que je vais faire, hein, ne vous inquiétez pas, sentez-vous libre, bien évidemment. Emmanuel Alarénal, donc, vous êtes là, c'est vous qui allez dans quelques instants introduire le contenu, j'allais dire donner un peu les différentes thématiques de départ de cette rencontre. Et vous êtes fondateur de Mini Production et président depuis 2016 du collège court-métrage du syndicat des producteurs indépendants. Ma mère serait ravie que j'ai un titre aussi ronflant un jour à pouvoir annoncer comme ça. Mais je suis ravi en tout cas de vous avoir là. Je continue. Caroline Viguet, c'est ça. Alors attention, la doctorante, vous enseignez à Paris 3, c'est du sérieux, il va falloir soigner son aparté du figuratif quand on s'adressera à vous. Et vous préparez actuellement une thèse sur les enjeux du court-métrage et la diffusion de celui-ci. Très bien. Juste à vos côtés, Hélène Vassière. Bonjour Hélène. Vous n'êtes pas aux arcs. C'est une petite plaisanterie parce que l'émission dont vous vous occupez sur Arte, Court-Circuit, est aux arcs, mais vous n'y êtes pas. Vous avez un micro, vous pouvez... Donc responsable, voilà, du secteur court-métrage. Je suis responsable du secteur, mais Grégory Odermatt, qui travaille avec moi, est aux arcs. Il est jury court-métrage aux arcs. Ce qui explique que vous êtes sur deux cycles d'émissions en fait. Et c'est donc l'émission Court-Circuit le mercredi sur Arte, et puis également à l'origine des programmes très courts et très drôles que propose la chaîne en ce moment, Select and the City par exemple, ou La Minute Vieille que j'adore. Je flatte un peu, mais c'est vrai que ça fait terriblement plaisir. Vous avez de la chance parce qu'on va faire une saison 5 de La Minute Vieille qui sera diffusée en juillet-août 2017. Attendez que je sois très vieille pour pouvoir participer à l'émission. Et Florence Keller, donc la dernière, vous êtes responsable diffusion, vente, acquisition, l'agence du court-métrage, qui est soutenue par le CNC depuis 1983, vous ne les faites évidemment pas, mais voilà, qui est aussi une structure extrêmement importante, à la fois dans le terme de diffusion et de surveillance, j'allais dire quand même, que les droits et que les ayants droit soient évidemment respectés. Bonjour. Donc on revient à vous, on donne la parole à un homme pour commencer alors que cette table est majoritairement féminine, mais je sais que vous saurez le défendre, mesdames. Allez-y, Emmanuel. Donc la présence du court-métrage sur Internet, visibilité versus rémunération. Donc en introduction, je vais revenir sur différents thèmes en fait, pour donner un petit lexique utile, je pense, pour suivre les débats. C'est vrai qu'il y a déjà des termes qui sont un peu mystérieux comme le non-linéaire. Donc tout d'abord, le format court, forcément, le web en raffole, parce que le web allie deux choses, la vidéo à la demande et le nomade. C'est-à-dire que, voilà, on peut maintenant, je suis sûr que pendant la première table ronde, la moitié de la salle était sur son téléphone, à regarder une énième vidéo virale sur Facebook. Et voilà, maintenant c'est devenu notre quotidien. Je voudrais déjà commencer par faire une distinction, alors on l'a dit un petit peu en introduction, les coprésidents de l'Europe l'ont reprécisé, mais il faut distinguer le format court et le court-métrage.
qui est deux choses différentes et mais complémentaires. On va commencer déjà le début. Mais voilà, un programme d'un youtubeur, des programmes de parodie, un court-métrage ou un épisode d'une série de programmes courts sont des choses différentes. Alors, comment le court-métrage peut s'adapter à ces nouveaux modes de consommation? C'est forcément une vraie question, la question de la visibilité. Pour vous donner un petit lexique, donc du coup, diffusion linéaire, diffusion non linéaire. La diffusion linéaire, c'est la diffusion sur notre écran de télévision, c'est le rendez-vous, c'est l'horaire de diffusion. Ouais. Le non linéaire, c'est le reste, c'est ce qu'on retrouve sous un terme. Alors, je vais donner la définition du CSA, les SMAD, donc est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande, tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve sous ce terme SMAD? Différentes façons de voir un court-métrage, pour parler que du court-métrage, de le voir en dehors, bien sûr, des salles de cinéma ou de la télévision linéaire ou des festivals. La première chose, c'est la VOD ou la VAD, qui est donc la version VAD, la version française. Vidéo à la demande, donc c'est une technique de diffusion de contenu vidéo numérique vendue à l'acte, donc on paye et on voit son programme. Ensuite, on retrouve la VADA, version française, SVOD, version anglaise. Le même principe, sauf que ça fonctionne par abonnement. Voilà, donc on a un abonnement mensuel et on a un service, on a accès à un contenu en illimité sur cette période. J'ai sauté deux choses. Non, pardon. Donc oui, offrelegale.fr référençait hier 30 services de VOD ou de SVOD. En réalité, il y en a une petite dizaine qui propose réellement une offre dédiée au court-métrage, une offre spécifiée. Ensuite, on retrouve les plateformes d'agrégation de contenu. Donc là, c'est YouTube, Dailymotion, Vimeo, où on peut accéder à du contenu soit gratuitement, soit en VOD, puisque Vimeo permet aussi un péage sur certaines vidéos. Et enfin, on retrouve les chaînes de télévision et l'ouverture aux chaînes de télévision au non linéaire, soit par VOD, soit par ce qu'on appelle la télévision de rattrapage ou catch-up, qui permet donc de revoir un programme après sa première diffusion en linéaire pendant un laps de temps déterminé. Voilà. L'année dernière, un rapport a été rédigé, commandité par le CNC, le rapport Anne Bennett. Je vous propose je vous ai fait une petite sélection du constat que faisait Anne Bennett sur la question de la diffusion sur Internet. Un essor des chaînes YouTube, mais peu de rentabilité. Les recettes globales publicitaires sont importantes, mais le volume de l'offre engendre une déflation des tarifs. 1 million de vues génère un mois de SMIC, ce qui ne permet pas de financer cette production audiovisuelle. L'économie publicitaire est donc très fragile sur ces nouveaux médias, et les courts-métrages y sont en concurrence avec des productions à moindre coût, clips, vidéos amateurs. La création sur le web est regardée de très près par les producteurs de clips et de publicités. L'écosystème du court-métrage a un rôle majeur à jouer dans la reconnaissance de cette zone de création et dans l'affirmation du court-métrage comme lieu de transition vers le cinéma. La VOD est d'abord à l'avantage des œuvres qui auront de la notoriété. Le court-métrage n'est pas calibré et arrive nu sur la plateforme. Il n'est pas précédé d'une notoriété ou d'un travail de marketing sur des précédentes diffusions. Dans l'univers de la demande, il tombe dans un trou de méconnaissance, d'autant plus qu'il rassemble des genres très divers. Cela impose d'expliquer d'abord ce que l'on diffuse. Dans la plupart des cas, le court-métrage est perçu comme un programme trop atypique, de prototype, qui ne correspond pas aux usages du web. Donc voilà, on voit déjà un premier problème. En termes de visibilité, c'est que le web maintenant c'est vraiment une jungle, et le court-métrage peut se retrouver noyé là-dedans, en concurrence face à des programmes qui sont conçus pour être virales, qui sont pensés dans une économie particulière. Et la deuxième chose, c'est la question de la rémunération du coup, et notamment sur les préfinancements et les financements. Comment peut-on mettre en place un système qui puisse financer nos œuvres alors que Internet a pour l'instant peu d'argent à investir dans les contenus? Donc en conclusion, en tant que secteur du court-métrage, il convient donc d'interroger ces nouvelles initiatives dans les perspectives qu'elles offrent en termes de visibilité, d'éditorialisation et d'aménagement culturel du territoire d'Internet, mais également les modèles économiques pérennes et favorables à la filière production. Merci. Voilà plein de pistes effectivement que nous allons essayer d'inventorier. Peut-être avant de passer juste aux plateformes
spécialisés dans le court-métrage ou au contraire qui alternent long-métrage et court-métrage avec une vraie synergie. Peut-être l'état des lieux de la télévision à deux niveaux, c'est-à-dire la diffusion, et là, oui, je me tourne vers vous, bien évidemment, les émissions donc, de court-métrage, quelle est la rémunération des auteurs, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des droits qui empêchent justement les courts-métrages d'exister ailleurs pendant un certain temps. Je sais qu'également, et ça nous permettra de passer sur la plateforme, ce qu'on appelle Arte Replay, Arte Plus 7, il y a eu des gros succès de certains courts-métrages l'an passé, plus de 400, autour de 400 000, on va dire, spectateurs supplémentaires. Donc déjà, où est-ce qu'on en est en termes de diffusion télé, classique, linéaire, donc du court-métrage, avec cette possibilité maintenant de lui donner une deuxième vie avec les chaînes replay. Donc moi, je ne vais pas vous parler de toute la télé, hein. Je vais vous parler d'Arte. C'est déjà pas mal, parce que comme on est franco-allemand... Bon, il y en a trois, de toute façon. C'est plus compliqué. On est franco-allemand, donc l'émission de court-circuit, qui est diffusée maintenant tous les mercredis, autour de minuit, est alimentée par la France et par l'Allemagne. Au niveau donc de court-circuit, on est diffusé désormais 50 fois par an. Il y a 50 émissions. Pour compenser les deux qu'on a perdus, on a des émissions plus longues, des nuits du cours, qui fait qu'on se retrouve à pratiquement 52 émissions par an au niveau du nombre. Donc, au niveau d'Arte France, on a une politique d'achat, de préachat, de coproduction, de fiction, d'animation et un peu d'expérimental. Donc, on rémunère bien sûr le court-métrage. Au niveau des achats, on en est à 550 € la minute. Normalement, on devrait augmenter en 2017, mais comme je n'ai pas encore l'assurance, je préfère attendre d'avoir l'assurance des chiffres et de pouvoir l'annoncer à Clermont, mais il devrait y avoir une augmentation du prix d'achat du cours sur Arte. Au niveau des préachats, on est à 1100 € la minute, donc au-delà des achats. Pour les moyens métrages, puisqu'on a aussi une case de moyens métrages, on a des prix forfaitaires. Et donc ça, c'est pour l'antenne. Donc évidemment, les courts-métrages sur Arte ont des droits exclusifs sur en moyenne 18 mois. Et je sais à pas partir de la diffusion ou à partir de l'achat? Les 18 mois. Alors, à partir de l'acceptation copie. D'accord. Alors, dans certains cas exceptionnels, il peut y avoir des dates fixes, parce que le producteur, à un moment donné, surtout quand c'est des achats de films du patrimoine, etc., quelquefois, les ayants droit demandent des dates fixes, mais en moyenne, c'est à partir de l'acceptation copie. Voilà. Donc, est-ce que j'embraye tout de suite sur les droits Internet ou je m'arrête là et je laisse parler mes camarades? Non, on peut commencer parce que ça va nous permettre une transition. Je disais que donc, pour l'année dernière, dans le top 10 des émissions les plus vues, donc sur le système de replay d'Arte, il y avait 2 courts-métrages. Donc déjà peut-être effectivement sur les droits Internet. Et comment est-ce qu'on arrive à éditorialiser justement un principe de replay qui est déjà quand même une espèce d'offre un peu fourre-tout? Comment est-ce qu'on arrive suffisamment à éditorialiser un court-métrage pour qu'il existe à ce point? Alors en fait, c'est pas éditorialisé au niveau du replay, c'est éditorialisé au niveau de court-circuit. C'est-à-dire que ce qui se retrouve sur la replay, c'est l'éditorial de court-circuit. Donc court-circuit, comme je vous l'ai dit, est alimenté par la France et par l'Allemagne. En moyenne, on doit avoir 22 émissions françaises et le reste allemand. Et donc, on éditorialise court-circuit à l'antenne et du moment où le court-métrage est à l'antenne, 7 jours après, il se retrouve en replay. Donc, en fait, le replay est issu de l'antenne et pas le contraire. Donc après, notre spécificité, on va dire, c'est qu'à partir des achats et des préachats de courts-métrages d'une durée maximum de 15 minutes, on propose aux producteurs d'acquérir des droits Internet longs, donc au-delà du replay, parce que le replay n'est pas valorisé, je crois dans aucune chaîne, et on valorise des droits longs Internet 500 € forfaitaires, à partir donc des achats et préachats de courts-métrages de 15 minutes. Les autres courts-métrages, c'est-à-dire au-delà de 15 minutes, on préempte des droits VOD, et après, on va dire 4 fois par an, le service VOD, on travaille ensemble pour voir quels sont les courts-métrages plus longs, parce qu'en fait, on s'est rendu compte
que la plupart, enfin les gens ne sortent pas leur carte blanche pour acheter un court-métrage, donc on privilégie sur la VOD Arte des films plus longs. Et comme on a une case de moyen-métrage, voilà, c'est plutôt des films, on va dire, de 25 jusqu'à 59 minutes en ce qui concerne les courts-métrages. Donc du coup, ces courts-métrages-là se retrouvent sur la plateforme VOD, et là, ils ne sont pas valorisés au départ, mais ils sont rémunérés à l'acte, et les recettes sont à 50-50. Et un court-métrage en VOD, c'est à la vente, enfin à l'achat ou à la vente, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est 0,99 pour les courts et 1,99 pour les plus longs. Voilà, j'ai fait le tour, après je ne veux pas non plus monopoliser le micro. Hein. Mais tout va bien. S'il y a des questions, je ne suis pas d'y répondre. Un bon point de départ, j'ai posé la question suivante à Rebecca, Florence, qui est juste à côté. Parce que vous êtes à la fois donc à l'agence du court-métrage, à l'origine d'un magazine qui s'appelle Bref, qui vient donc aussi de lancer une plateforme dédiée spécifiquement au court-métrage. La question, elle va être un tout petit peu à cheval, et je pense que tous les camarades pourront répondre dessus. Qu'est-ce qu'il faut vraiment essayer de sécuriser aujourd'hui dans la diffusion sur les plateformes du court-métrage? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est ce que Emmanuel Alain Reynal a rappelé et qui était mentionné dans le rapport d'Anne Bennett, c'est que les modèles dominants qu'on voit, alors évidemment, il y a plein d'exceptions, des histoires magnifiques dont on pourra reparler, mais le modèle dominant qui donc confie à un algorithme ou au spectateur par un moteur de recherche le choix des films, n'est pas du tout adapté au court-métrage, puisqu'on est dans le prototype du prototype et qu'on n'a absolument rien à quoi se raccrocher pour surnager, parce que les auteurs sont inconnus, le titre est inconnu, le film n'est pas sorti en salle, les acteurs sont inconnus. Bon, voilà. Donc et ce qu'on voit, c'est que ce qui marche, en revanche, c'est les initiatives qui éditorialisent très fortement leur offre. Donc on en a plusieurs autour de cette table et on voit que ça marche en termes de visibilité, parce que ce que les autres plateformes nous proposent, c'est une sorte de chantage à la visibilité, c'est-à-dire qu'ils nous disent non mais effectivement la rémunération ne suit pas vraiment et tout ça, mais en fait vous allez voir, vous allez être très très visible, mais ça marche pas, parce que c'est, enfin en tout cas visibilité soit, mais potentielle, c'est-à-dire qu'on est là et puis en fait on n'est jamais vu. Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de favoriser l'émergence de ces initiatives qui éditorialisent beaucoup notamment le court-métrage, pour à la fois mettre en avant et guider le spectateur qui lui-même est en demande. C'est-à-dire que de toute façon, il peut pas faire son choix parmi les milliers d'offres éperdues entre les petits chatons et les tutoriels machin. C'est pas possible en fait. Donc ils ont besoin d'être guidés. Et puis, sur la rémunération, quand un diffuseur s'engage sur un film parce qu'il veut le montrer, en général, il s'engage aussi sur la rémunération. Et même quand on est en partage de recettes pure sans MG, quand on est dans le cadre, bon, tu reviendras là-dessus, Quentin, sur le modèle de Mubi, mais ils ne mettent pas forcément des MG sur les courts-métrages, mais en fait, au final, on se rend compte que ça fonctionne parce que l'éditorialisation est telle, le nombre de films disponibles est restreint, et donc ça concentre la valeur, ça concentre les spectateurs, et ça donne des résultats plutôt satisfaisants. Après, on pourra, enfin, satisfaisant dans le contexte actuel, c'est-à-dire que de toute façon, on assiste quand même à une évaporation de la valeur et de la monétisation, entre guillemets, de l'audience. Mais bon, ça, on pourra revenir dessus. Donc, chez Bref, à l'agence du court-métrage, on a cheminé un peu de deux côtés pour arriver à ce projet de doubler la revue Bref par un site internet qui permette aux abonnés de voir des films. Bon, d'une part, on avait régulièrement nos abonnés qui nous disaient c'est super le DVD, mais moi j'aimerais bien voir les films dont on parle dans la revue, puis je voudrais en voir plus, puis je voudrais voir les films qui sortent en festival, etc. Et puis il n'y avait pas que les abonnés Bref, il y en avait plein qui régulièrement venaient nous voir. Et nous, on est d'abord dans quand même une démarche qui s'adresse aux diffuseurs. On est des distributeurs, donc on s'adresse principalement aux diffuseurs qui ensuite fait le travail d'aller chercher le public.
Mais c'est pas vraiment au départ notre ADN d'aller s'adresser au grand public. Mais sur la question du court-métrage sur Internet, on voyait qu'il y avait quand même un espace vide sur les offres. Et dans le cadre de notre activité de vente de droits, puisque c'est quand même le cœur de notre métier, c'est de diffuser les films, et donc on en diffuse notamment et on vend régulièrement des droits de diffusion web. On constatait qu'effectivement il fallait prendre un peu les devants et on serait jamais mieux servi que par nous-mêmes pour répondre à ce besoin qui existait. Donc l'idée, c'était surtout pas de faire une plateforme SVOD, puisque ça existe déjà. Ça existe déjà, puisqu'on l'a rappelé, des plateformes SVOD dédiées au court-métrage, mais c'était de faire un projet hybride qui mette vraiment l'accent sur l'accompagnement des spectateurs, à la fois sur un nombre très restreint de films, sélectionnés très soigneusement et régulièrement renouvelés pour créer un rendez-vous régulier. C'est-à-dire que le lundi, ce sera les classiques, le mercredi, ce sera du court au long, pour mettre en avant les films, les courts-métrages des réalisateurs dont le long sort en salle à ce moment-là. Et le vendredi, ce sera les cours d'aujourd'hui, la jeune création, le meilleur de la jeune création. Donc voilà, ça c'était vraiment l'idée à chaque fois de mettre vraiment l'accent sur l'accompagnement du spectateur avec un contenu critique associé systématiquement quand on montre un film. Et évidemment, de proposer une rémunération qui est à la hauteur de nos moyens et qui ne va vraiment pas chercher très loin, mais qui néanmoins représente un engagement sur le film. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas c'est super, donne-moi ton film, donne-moi tes droits, et puis oui, on partagera au prorata. Voilà, il y a quand même un engagement numéraire qui est ce qu'il est, mais qui existe. Qui est de l'ordre de 150 € pour 2 mois, c'est ça? Non, mais au moins il est acté. Voilà. Évidemment, on rêve tous de pouvoir faire. C'est-à-dire que c'est très rare, en fait. Mais il déroge à la règle tacite qui voudrait que sur Internet tout soit gratuit, a fortiori les courts-métrages, et que les auteurs ne soient pas rémunérés. L'abonnement à Bref, au site de Bref, il coûte combien? Il coûte 5 € par mois. Tout à fait abordable. 4 € pour les adhérents à l'agence du court-métrage. C'est bradé aussi. La question de l'éditorialisation, je vous la pose, on dira évidemment sur l'expérience de Quentin aussi. Il n'y a pas de notoriété, il y a quelques courts-métrages. Alors vous encore, vous vous adressez à des gens qui sont curieux déjà du format, ils lisent la revue, mais comment est-ce qu'on résout la question d'un genre qui est à la fois très divers, très multiple en termes de nombre de films disponibles, et puis pratiquement personne de connu. Alors évidemment, on a très envie de retrouver les films de Marie quand on a découvert Party Girl et rétrospectivement, mais c'est une exception. Le court-métrage est souvent un peu solitaire, son auteur n'est pas encore connu. Vous avez proposé donc des jours, des thématiques. Est-ce qu'il y a d'autres moyens peut-être de réfléchir pour mettre en avant, pour susciter la curiosité, pour répondre peut-être assez rapidement, parce que les gens qui vont sur Internet sont généralement avares de temps et veulent tout de suite maintenant. Comment est-ce qu'on éditorialise justement la question du court-métrage sur les plateformes? En général, nous, en tout cas, le pari qu'on fait, c'est qu'on a 3 grands axes d'édito. Il y a les classiques. Donc là, on va voir les premiers films de Jean-Pierre Jeunet. Agnès Varda, j'ai vu ça. Agnès Varda, il y a aussi L'amour existe, de Pierre Lacala. Et puis ce sera régulièrement renouvelé. Donc là, la question ne se pose pas, on a envie de les voir. Et on les attrape par ça. Et puis ensuite, on a la marche d'après, c'est le cours d'aujourd'hui, non pas le cours d'aujourd'hui, du cours au long. Là, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il faut déjà, on mise sur l'intérêt que va avoir le spectateur sur le premier film, sur le premier long métrage d'un jeune réalisateur qui sort en salle et de se dire ah bah lui, il a fait ça, ça me plaît, j'ai envie de voir ce qu'il a fait avant, voilà. Donc c'est encore une autre façon de l'attraper. C'est lié à l'actualité de la sortie du film, voilà. Du long métrage. C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors on a déjà des petits conflits, il va falloir faire des choix, ça va être terrible. Mais bon, il y a 52 semaines dans l'année, donc on devrait s'en sortir. Mais oui, effectivement, on a ce deuxième axe. Et puis effectivement, après, on a les cours d'aujourd'hui et on mise sur la surprise, sur la découverte, sur venez découvrir les talents de demain. C'est quand même très important. Ça, en général, ça peut même vous apporter une émotion et une expérience qui est plus forte qu'un long métrage que vous découvrirez et qui ressemble à beaucoup d'autres. Là, c'est des petites perles, c'est des pépites. Enfin voilà, on mise là-dessus.
Et puis on les a attrapés déjà avec Foutaise, avec L'amour existe, avec plein de choses. Alors justement, comme ça pour Mubi, on va rappeler en 2 mots, je vais vous laisser le faire d'ailleurs, ce qu'est la plateforme Mubi, qui a sa spécificité à la fois de nombre de films présentés chaque mois, son turnover très particulier, sa spécificité de cinéma d'auteur, on va dire, pour faire un peu bref, mais vous allez développer évidemment tout ça, et la manière dont vous, le court-métrage, aussi, vous l'intégrez, vous le mettez en avant, et vous offrez, vous proposez, j'ai l'impression, une synergie aussi avec le long. Absolument, donc je vais faire un bref résumé de la façon dont on travaille. Mubi est une plateforme qui existe maintenant depuis presque 10 ans, ce qui est une éternité pour une plateforme de vidéo à la demande. Et on en est très fiers, et c'est quelque chose qu'on a façonné au fil du temps, avec un changement de modèle qui s'est opéré au milieu, c'est-à-dire que quand Mubi a ouvert au début, déjà ce n'était pas Mubi, ce n'était The Authors, et est né à Palo Alto, donc vraiment dans la veine et la période des compagnies comme Facebook et YouTube aussi, qui a fêté ses 10 ans il y a 2 ans, il me semble, à peu près. Et c'était vraiment l'essor de la vidéo en ligne, et donc pas justement que au niveau du film, mais aussi au niveau justement des contenus amateurs, du fait de publier soi-même des sites web, d'y intégrer son contenu. Et à cette époque, on avait un fonctionnement complètement différent, en tout cas au niveau de la forme, mais pas du fond, où on proposait à l'abonnement ou à l'acte, donc vraiment en SVOD ou en TVOD, donc à la location par abonnement, entre 1000 et 2000 films par territoire, puisque Mubi était disponible déjà partout dans le monde. Et on a vu qu'en fait, il était absolument impossible d'éditorialiser une telle masse de films. C'était absolument improbable, et c'est un modèle qui n'a pas du tout fonctionné. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près 4 ans, on a pris la décision d'opérer un changement radical, qui est celui de ne proposer que 30 films à nos abonnés, donc plus du tout de transactions de location. Et lorsque nos abonnés, tout membre, arrivent sur le site de Mubi, qui est aussi un site communautaire, qui ressemble un peu à ce qui est un peu pionnier par rapport à ce que Sens Critique est aujourd'hui, de manière beaucoup plus approfondie, de leur côté, un site où on pouvait partager ses impressions sur les films, un réseau social en fait dédié au cinéma, et avec ces 30 films qui sont visibles, et chaque jour, l'un de ces films part de la sélection, tandis qu'un nouveau la rejoint. Ainsi, chaque film vit pendant 30 jours sur la plateforme. Et, il n'y a pas du tout moyen de les récupérer a posteriori. Absolument pas. D'accord. C'est l'enjeu en fait, c'est de créer du désir. C'est pour ça que le terme de VOD et beaucoup d'autres considérations qui s'appliquent aujourd'hui au linéaire, à la télévision, et même à d'autres plateformes VOD, ça ne s'applique pas forcément à Mubi, d'un point de vue commercial et aussi d'un point de vue éditorial, parce que on a un système qui est plus proche de celui du festival, encore plus maintenant. On a développé des outils éditoriaux que je développerai rapidement, et que celui d'une plateforme de VOD plus classique telle qu'elle a été inventée entre guillemets par les systèmes de location, qui étaient en fait descendants du fait de louer son DVD au magasin du coin ou à la chaîne du coin, comme Netflix par exemple vient de la location de DVD en ligne, même s'il y a un très très beau travail sur l'intelligence artificielle, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Amazon aussi, un retailer par exemple à la base, qui est devenu donc un acteur important de la production et de la diffusion. Et du coup, avec ce modèle, on a très vite observé que certains films qu'on avait en catalogue, du coup, avant, pendant des années, avaient à peine fait de vue. C'est un exemple assez simple. Alexander Nevsky, qui est quand même un classique, de chez Classique, pas le film le plus abordable, j'en conviens, mais c'est quand même un très grand classique, avait fait péniblement 10 vues en 4 ans, voilà, dans le monde entier. Et vous imaginez donc, à quel point c'est pénible sur Mubi. Vous imaginez à quel point c'est pénible d'avoir entamé une relation avec un ayant droit qui lui a fait son travail pour nous livrer les fichiers, fait tout son clearing, etc. Nous on a fait tout notre travail derrière pour publier le film, le mettre en avant à l'époque de l'ancien modèle, et d'avoir un résultat pareil. Donc évidemment c'était pas pérenne du tout, c'est pour ça qu'avec ce nouveau modèle on a vu qu'en plaçant ce film-là dans un seul territoire, qui à l'époque était la Belgique, où à ce moment-là on avait à peine une centaine d'abonnés, on a réussi à faire 20 vues en 30 jours. Donc sur des tout petits exemples comme ça, vous voyez là on avait 10 vues en 4 ans, sur un territoire à 100 abonnés on fait 20 vues. Et depuis en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a connu une explosion de notre base d'abonnés qui est passée en fait des pénibles 2000 qu'on avait réussi à agréger en 5-6 ans avant à plus de 80 000 abonnés. Et c'est sûr que
des éléments qui paraissent peut-être petits par rapport à ce que Netflix et Amazon annoncent, mais on ne travaille pas du tout sur la même surface. Pour nous, c'est vraiment le fait de choisir avec soin des choses. C'est pour ça que même le terme de VOD est un peu... on ne rentre pas forcément dans cette case, puisque nous, on arrive avec une proposition de cinéma. On en vient pour offrir une programmation, on a une équipe de programmation qui parcourt les festivals, qui a des tonnes de relations avec des jeunes auteurs, des jeunes producteurs, mais aussi des producteurs confirmés, etc. Et qui travaillent sur le fait d'acquérir ces films-là. Et le but, donc, c'était d'avoir ces 30 films, et avec une rotation quotidienne, afin d'avoir un catalogue toujours frais, mais aussi susciter le désir et la curiosité vis-à-vis de ces films-là. Et donc, juste très rapidement, deux petites choses qu'on a commencé à développer. Vu qu'on a vu que ce modèle marchait quand même très très bien, on s'est lancé dans deux choses. La première, c'est de s'intéresser toujours de plus en plus aux films, ce qu'on appelle le film plus frais, c'est-à-dire des films qui sont par exemple de Cannes cette année ou de Toronto cette année, même de Berlin 2016, et de s'investir plutôt dans la vie du film par deux biais. Le premier, c'est en devenant distributeur salle au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et le deuxième, c'est en créant une identité au sein de Mubi même. Mubi, qu'on a travaillé comme étant une marque déjà, qu'on espère qualitative, qui est vraiment pour nous un symbole. On a choisi ce film pour vous parce qu'on estime qu'il est important de le voir à ce moment précis où nous le programmons. Et on va chercher des films en festival qui sont aussi bien des longs métrages que des courts métrages et qu'on va programmer à partir de l'année prochaine chaque mois sous un label qui s'appellera Mubi Discoveries, dont on détaillera plus de choses prochainement, et qui nous permettra entre autres de mettre en avant ces films-là de manière particulière, qui sont des films qui, pour la plupart, n'ont pas bénéficié de distribution dans la majorité des pays, même certains n'ont jamais eu de distributeur dans le moindre pays. Et encore une fois, c'est un mouvement qui concernera autant le long que le court. Et pour finir, par exemple aujourd'hui sur Mubi en France, puisque les programmations sont différentes d'un territoire à l'autre, pour des questions de droit, mais aussi pour des questions de réponse à un public local, sur 30 films, on a 5 courts-métrages. Et sur ces... donc c'est une portion quand même assez conséquente finalement de notre catalogue d'aujourd'hui. Et sur ces courts-métrages, on a aussi bien du contemporain que du classique. On a un film de Jean Painlevé qui rentrait dans notre hommage à Jean Painlevé qu'on a fait pendant 3 mois. On a 2 films de Rachel Lang pour célébrer le fait qu'on ait sorti son long-métrage du coup aux États-Unis et au Royaume-Uni. On a aussi un film qui s'appelle Foyer qui est programmé en partenariat avec le New York Film Festival et un dernier film court-métrage de Yal Gonzalez qu'on programme en partenariat avec la quinzaine des réalisateurs avec qui on est en partenariat officiel et à l'année depuis cette année. Donc vraiment pour terminer là-dessus, nous, notre vision du court-métrage, elle est la même que pour le long. Ce sont des objets fascinants, ce sont des créations. On peut observer des différences de territoire en territoire, on pourra en rediscuter. Par exemple, aux États-Unis, c'est vrai, quand on programme des courts-métrages, ça nous arrive d'entendre je comprends pas, j'ai payé un abonnement, j'ai un quart de film. Et, alors qu'en France, on n'a jamais eu ce commentaire. C'est quelque chose qui nous est jamais arrivé. En Allemagne, ça varie. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, ça varie aussi. En Espagne, pareil, on n'a jamais eu cette réflexion. Et c'est très intéressant pour nous. Et quand je dis qu'on considère de la même façon, c'est aussi bien d'un point de vue de l'éditorialisation que du point de vue de la rémunération. Ce qui nous intéresse. Je vais vous poser la question, oui. C'est exactement un petit peu le sujet. Ouais. C'est le même contrat, les mêmes conditions, et, qui sont un partage de revenus en 50-50. C'est-à-dire que très simplement, c'est un principe adopté par pas mal de plateformes qui est assez démocratisé. Pour le faire très rapidement, vu qu'on est global aussi, pour chaque territoire, on va regarder à la fin du mois combien de vues ont été générées par l'ensemble des films. Ensuite, on va regarder combien de vues chaque film de manière indépendante a généré. Donc on peut voir, on a un ratio de voir que tel film a généré X% de l'ensemble des vues pour ce mois-ci et pour ce territoire. Le fait de partager en 50-50 fait que nous gardons la moitié des recettes, l'autre moitié des recettes revient aux ayants droit. Et cette moitié est redistribuée vis-à-vis de ce
ratio de vues par film par rapport à l'ensemble des films. Pour faire un exemple très grossier, parce que là est aussi l'intérêt de notre façon de fonctionner, si un film fait 10% des vues, il va avoir 10% et 50% d'accès de ce mois-ci. D'accord. Donc je suis désolé pour les mathématiques un peu abruptes, mais, non, mais ça nous donne une idée quand même. l'essentiel pour nous en fait c'est de dire qu'on a sur Mubi on a une page, on n'a pas de catalogue, on a juste une seule page et on n'aura jamais un film qui fera 2 vues là où un autre en fera 500. Il y a toujours un ratio à peu près de 1 à 4 où si un film fait 5000 vues, le moins vu, le plus vu fait 5000 vues, le moins vu fera 1250. Évidemment, tout dépend du nombre d'abonnés par territoire, mais ce sera toujours de la même façon. S'il y a un territoire... Le ratio ne change pas de pays en pays, quoi. Voilà, exactement. On a 500 vues au max, etc. Évidemment, j'en parlais tout à l'heure avec mes collègues, il y a des territoires où les vues sont plus... Les gens consomment plus de films en moyenne par personne que dans d'autres, mais ça encore, ça n'altère pas l'ensemble global, puisque de toute façon, le revenu monte tout le temps, puisque nos abonnés montent tout le temps, heureusement. Et on est vraiment dans cette logique de partage ouvert et aussi de partage des informations. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec Autour de Minuit, avec l'agence, avec le GREC, qui on travaille très très bien, on fournit un rapport détaillé du nombre de vues qui ont été opérées par territoire, ce qui est aussi un élément commercial intéressant pour eux, afin de juger aussi de la visibilité de ces films. Si je ne me méprends pas, vous n'achetez pas, donc vous mettez à disposition sur la plateforme et vous rémunérez les auteurs en fonction des vues. Alors, on ne fait pas de préachat. Alors, pour être même très précis, on ne fait pas de préachat de finalisation du film. On n'achète que des films finis, pour l'instant en tout cas. En ce qui concerne le court-métrage, on fait toujours du 50%, on fait toujours du revenu share. Si certains parfois demandent des license fees, on a fait une fois dans un cas particulier dans le cadre d'un festival pour un seul film et au final, c'était au détriment plus ou moins de l'ayant droit puisque le license fee qu'on proposait était inférieur finalement au revenu share. Mais nous, en fait, pourquoi on existe depuis 10 ans aussi, c'est parce qu'on fait attention à notre cash flow. Je suis désolé d'employer des gros mots comme ça de VRP, mais c'est vraiment hyper important pour nous de faire attention à notre économie parce que des plateformes VOD qui ferment, on en a vu beaucoup. Ça reste un marché difficile et on est très heureux de notre progression aujourd'hui, mais ça reste un marché qui est compliqué et c'est aussi pour ça qu'on est là pour fournir un maximum de transparence sur ce qu'on fait. Par exemple, je peux annoncer qu'on a 80 000 abonnés, je n'annoncerai pas en public combien d'abonnés on a par pays. Par contre, si les ayants droit viennent me voir, je le communique sans problème. C'est vraiment des données commerciales sensibles, mais on a établi ce climat de confiance, et c'est aujourd'hui grâce à ce climat de confiance qu'on travaille aussi bien avec des jeunes réalisateurs qu'avec des institutions très anciennes comme la Gaumont, même aussi des acteurs comme Wellside, comme Epicent, vraiment tout le spectre de distribution que vous pouvez voir en France et ailleurs, au niveau des vendeurs internationaux aussi, parce qu'on a besoin en fait de créer ce climat pour faire valider notre modèle qui est très très différent des autres modèles actuels. Et quand je dis différent, c'est pas péjoratif ni pour nous ni pour eux, c'est une question de différenciation, comme on s'adresse à un artisan boulanger plutôt qu'aller dans la grande distribution, qui est pratique, qui peut avoir aussi de très bons produits, mais pas avec le même esprit de fabrication. On a vu le modèle de Bref, on a vu le modèle de Mubi, la manière dont vous rémunérez en tout cas les auteurs. J'ai envie de vous demander à Rebecca Epoli, qui représentez vous des maisons de production, l'animation, le documentaire, qui sont encore des secteurs, j'allais dire, particuliers dans le domaine du court-métrage. Et après, je poserai la question à Marie, qui a la casquette aussi de réalisatrice, d'auteur et qui doit en vivre, ou essayer en tout cas d'en vivre. Voilà, c'est pour ça que... Est-ce que ces deux modèles qui ne sont pas tout à fait identiques, on l'a bien compris, je crois, sont suffisants aujourd'hui? Est-ce qu'il faut en inventer d'autres? Est-ce que financièrement, il faut apporter des aides aussi pour que ces courts-métrages puissent exister, soit sur les plateformes spécialisées, soit sur des plateformes où ils ont une synergie aussi du mouvement global du cinéma, le court, le long, ce qui se fait dans l'actualité, ce qui se fait dans le patrimoine. Quel est votre ressenti par rapport à cela? Je voudrais juste préciser que Rebecca Houzel, elle est là surtout pour parler de Denk. Voilà, absolument. Mais qui a un modèle particulièrement intéressant. Comme il y a aussi un principe de production, je vous rassure, je ne l'avais pas oublié.
Bien joué. Oui, non, mais c'est vrai que c'est surtout pour ça qu'on m'a invité, c'est donc pour parler de cette plateforme Dunk. Qui est le Mubi du documentaire, Voilà. pour faire très court et très bref. Il y a beaucoup de choses qui croisent effectivement le modèle de Mubi qui avait été bien analysé et qui a inspiré aussi le lancement de cette plateforme qui est née donc à l'USAS et qui est née en fait au sein d'un réseau de producteurs de documentaires. Donc ça c'est une spécificité de la plateforme, c'est que c'est des films d'auteur mais documentaires. Voilà, et après donc c'est né... Alors pardonnez-moi la question, vous pourrez m'insulter, Non, mais est-ce que c'est justement parce que vous ne trouviez pas de place suffisamment importante chez Mubi ou chez Bref, ou d'autres, je ne cite personne, ce sont des modèles généralistes, des exemples, que vous avez dû créer une plateforme dédiée justement au doc? Disons que c'était une nécessité qui s'est imposée donc, pour le type de documentaires qu'on produit, qui sont des documentaires vraiment d'auteurs singuliers qui ne trouvent plus leur place déjà dans les grandes chaînes de télévision, qui étaient une source avant en partie de financement. Et disons que l'espace, oui, Arte, et dont l'espace pour ces films s'est réduit en fait. Et il y a un nouvel espace qui est né, qui était la coproduction avec les télévisions locales, qui permettait, avec un système d'engagement de ces télévisions par des moyens en industrie, et qui permettait de financer les films grâce au soutien du CNC ou de la ProCirep. Et il y a eu pas mal de difficultés sur et disons une réforme au sein du CNC qui a compliqué ce mode de production qui n'était pas idéal mais qui était lié justement à une carence de financement avec les grandes chaînes qui elles pouvaient mettre du cash et des vrais moyens. Et donc qui a compliqué vraiment le financement de ces films. Et donc du coup c'est vrai que Dunk est né à la fois parce qu'il y avait un problème de visibilité de ces films-là. C'est vrai qu'on s'est dit, il y a tous ces films qui sont pour beaucoup des pépites et qui ne sont accessibles qu'à des initiés, qu'on voit dans les festivals, mais qui ne sont pas accessibles au public, à un public plus large, alors qu'on fait l'analyse qu'il y a vraiment une demande et que ces films permettent aussi de penser le monde. Voilà. Et l'autre chose qui a rendu cette plateforme nécessaire, selon nous, c'était effectivement la question du financement. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui croisent Mubi, mais nous on est tout jeunes, c'est-à-dire qu'on est né à l'été 2016. Donc on a 4 mois d'existence, 5 mois, et on a 2500 abonnés. Donc voilà, on est. Mais bon, ce qui est déjà, ce qui est au-delà de ce qui était prévu, des prévisions qui avaient été faites. C'est un abonnement mensuel. Alors voilà, c'est effectivement une plateforme qui fonctionne par abonnement, qui est aussi très éditorialisée, donc sous forme de différentes plages. Il y a des plages, il y a une plage qui s'appelle Fragments d'une œuvre, qui sont plus des œuvres patrimoniales, de différentes époques, mais il y a une plage festival aussi, il y a aussi une mise en place de partenariat avec des festivals, donc régulièrement des festivals sont rendus visibles avec une programmation issue de la leur. Il y a une plage écologie, il y a une plage histoire et politique, il y a une plage première bobine, par exemple, qui sont des films d'école aussi. Il y a une douzaine de plages comme ça. Il y a tous les formats, court, moyen, long. Et donc, pour l'instant, la plateforme ne préachète pas ni ne coproduit. Elle achète des droits, donc pour une durée de 2 mois, puisque le modèle, c'est donc des films qui sont visibles pendant 2 mois. Le choix a été fait que ça soit un nombre de films qui est de l'ordre de 70, qui n'est pas... pareil, vous jubilez le nombre de films. C'est ça. Chaque mois, c'est combien? Je suis désolé de poser la question. C'est 150 € pour un film de moins de 30 minutes, 250 pour au-delà du... Voilà. Et après, ça peut être... parfois, il y a quelques petites exceptions, mais c'est de cet ordre-là, mais c'est au forfait, du coup. C'est une rémunération forfaitaire. Indépendant du nombre de vues. Voilà, indépendant du nombre de vues.
Et l'idée, c'est vrai que c'est que cette plateforme, les gens aussi viennent en se disant, à la fois je vais voir des films nouveaux, complètement inconnus, à la fois je vais voir des films qui appartiennent à l'histoire du documentaire, enfin voilà, et qu'il y ait une espèce d'endroit comme ça où on peut découvrir. Ah oui, bien sûr, il y a aussi donc une plage qui s'appelle la plage Docmonde, et qui est lié donc à, justement, je parlais de ce réseau de producteurs qui gravite autour de l'USAS, donc qui est ce petit village en Ardèche où il y a un festival de documentaires. Et donc ce réseau de producteurs qui s'appelle Lumière du Monde a coproduit beaucoup de films à la suite de résidences qui ont été organisées dans différentes régions du monde. L'idée étant d'essayer de faire surgir des espaces et des réseaux d'auteurs et de producteurs dans des endroits où il n'y a pas forcément de cinéma et où le cinéma, du coup, documentaire pouvait devenir un moyen d'expression et d'analyse des sociétés, etc. Et donc, il y avait donc des résidences qui se passaient en Afrique, dans l'océan Indien, enfin, dans différentes régions du monde. Et Tunk, d'ailleurs, veut dire en Wolof « résume ta pensée ». Donc c'est le mot qui était utilisé à la place de pitch, voilà, donc, et qui a du coup été repris par la plateforme lorsqu'elle est née. Et donc il y a une plage qui s'appelle Docmonde et qui diffuse ces films qui viennent de toutes ces régions du monde. Et c'est une sélection, pour chaque plage il y a 2 programmateurs. Et voilà, donc c'est une équipe entièrement d'une vingtaine de personnes qui sont à la fois de l'USAS et d'ailleurs, et qui se réunissent ensemble et par plage pour programmer les différentes plages. Il y a aussi une plage qui s'appelle Grands Entretiens, qui sont des entretiens avec des penseurs. Il y a eu par exemple Bourdieu, Katabi Yassine, enfin, pour donner des exemples. Et donc l'idée à terme, c'est que cette plateforme puisse préacheter ou coproduire des films, puisque la deuxième question après la visibilité, c'était donc le préfinancement de ces films. Et l'idée, c'était que cette plateforme puisse jouer un rôle dans le préfinancement. Alors là, c'est pas encore lancé, en fait, ça devrait l'être pour 2018. Et donc Tunk, cette plateforme, et ça c'est vraiment complètement nouveau, il n'y a pas de plateforme aujourd'hui qui préfinance des films. Enfin, justement, du coup, c'est vrai qu'on se situe un peu de côté par rapport à cette question qui était posée, visibilité versus préfinancement. Là, c'est vrai qu'il y a les deux questions dès le départ. Et donc Tunk se dote de moyens techniques et il y a un bâtiment qui est actuellement en construction à l'USAS, donc ça impliquera d'aller à l'USAS, mais dans lequel il y a des salles de montage, des moyens de mixage, d'étalonnage, etc. Et donc Tunk, par ce biais-là, et aussi par un apport éventuellement en numéraire qui sera permis aussi grâce à des partenariats, comme par exemple, c'est tout récent, le CNAP, par exemple, ou la SCAM, enfin différents partenaires comme ça qui mettraient de l'argent et qui pourraient donc, en lien avec, il y aurait d'une part un préfinancement sous la forme de cet apport numéraire et des moyens techniques. Donc voilà, c'est d'ores et déjà une problématique de Tunk. En même temps, ça implique quand même une évolution de la législation, puisque pour l'instant, une plateforme ne peut coproduire qu'en apportant 25% en cash du coût total du film, ce qui évidemment est beaucoup. Voilà. Donc, mais disons que l'évolution générale des moyens de diffusion et donc de financement des films va dans le sens que ces choses-là évoluent et que à terme la plateforme puisse agir aussi en amont et dans le financement des films. Voilà. Alors, Pauline, productrice, en tout cas travaillant avec Autour de minuit sur le cinéma d'animation, Marie, réalisatrice, est-ce que la visibilité à tout prix
sur Internet? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut exister avant de considérer la question de la rémunération, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut vraiment pas oublier les deux en même temps? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut être vu, parce que c'est quand même le but aussi légitime de tout film, de tout acte artistique, c'est d'être partagé, mais est-ce qu'il faut sacrifier quand même au passage? On a vu, bon, il y a des sites qui rémunèrent peu, mais au moins qui rémunèrent, qui actent la chose. On sait qu'il y en a beaucoup qui effectivement diffusent gratuitement, des auteurs qui sont prêts à être vus comme ça sans rémunération, dans l'espoir d'être repérés. Qu'est-ce qu'il faut vraiment essayer de sécuriser pour justement que tous ces systèmes-là soient à la fois justes sur le plan, j'allais dire, de la rémunération et de la considération du travail fourni, puis en même temps aussi, effectivement, que le travail soit découvert? Alors, le thème autour de minuit est assez particulier puisqu'on ne fait quasiment que des courts-métrages et surtout que des courts-métrages d'animation. Donc c'est une typologie assez particulière. Nos films sont beaucoup plus courts, par exemple, que l'ensemble des films de fiction sur lesquels Florence peut travailler. Dans notre catalogue, donc, on fait de la production et de la distribution. On fait de la production depuis 2001. On a produit une 60aine de films. La durée moyenne en production est de 8 minutes 39, ce qui est très bas pour une boîte de court-métrage français. En distribution, cette moyenne, donc on a près de 300 titres dans le catalogue, et chute à 6 minutes 34. Comme c'est d'animation, c'est souvent des films sans dialogue. Donc c'est juste pour recontextualiser, des films plus courts et sans dialogue. Donc c'est des films qui se prêtent particulièrement à une diffusion massive, un piratage massif et transfrontalier. Ça, oui. Voilà, et c'est un peu la raison. Enfin, nous, c'était notre rapport aux choses. C'est comme ça qu'on est vraiment entré dans ce débat. Bien sûr, on avait vu au fur et à mesure des années, donc nos diffuseurs historiques, Arte, Canal, France Télé, prendre de plus en plus les droits télé. En 2008, c'était juste les droits hertziens satellite et catch-up en non exclusif. 2010, ces droits passés exclusifs. Aujourd'hui, on est par exemple sur certaines chaînes avec un pack complet exclusif d'un an sur les droits Internet, sans forcément Arte rajouter de l'argent. Ce n'est pas le cas de tous nos partenaires. Voilà. Mais donc dans ce contexte, non sur la visibilité, clairement, il ne faut pas aller la chercher à tout prix parce que nous, c'est des choses qui nous sont tombées dessus, qu'on a vécues, qu'on a subies, qui ont parfois été difficiles. C'est-à-dire qu'on a 3 films qui sont particulièrement représentatifs, qui sont donc Pixel, Super Vénus et Logorama. Oui, j'allais dire, vous avez produit comme quelques hits récents, j'allais dire, du court-métrage d'animation. Donc quand je dis avec Hélène que par exemple il y avait 2 courts-métrages dans le top 10 des contenus d'Arte en 2014, voilà, le numéro 2 c'est Super Vénus, qui a fait quasiment 400 000 vues sur la seule plateforme Arte. Je pense que la plupart d'entre vous l'avez vu passer sur vos fils d'actualité partout. Sur YouTube seulement, on est actuellement à plus de 29 millions de vues. Et une estimation basse qu'on a fait avec le réalisateur récente, avec toutes les autres plateformes, nous a amené quasiment 50 millions de vues dans le monde, en estimation basse. C'est énorme. Pour une rémunération nulle. C'est un peu plus complexe. Ah, très bien. Voilà. Nul, oui, mais nul également. 0,0, on va dire. Exactement. Mais voilà, après les 3 cas sont 3 cas très particuliers. Logorama donc, est un film qui, lui, fait 15 minutes avec dialogue, qui est donc se prêter visuellement effectivement un buzz. Il y a près de 3000 logos, enfin récupérant les codes du film de genre. Le film a été présenté à Cannes en 2010, il a eu un Oscar en 2011, et c'est à partir de là qu'il y a un vrai buzz qui est parti. C'est un format assez classique, c'est-à-dire finalement un film qui marche énormément, y compris sur Internet, suite à un Oscar, c'est finalement quelque chose d'assez classique. Les cas de Super Vénus et Pixel sont assez différents, puisqu'il s'agit de 2 films de moins de 3 minutes, sans dialogue, avec un sujet assez fort. Dans le cas de Pixel, par exemple, ce n'est pas un choix du réalisateur ou de personne de le mettre en ligne. Le réalisateur, Patrick Jean, était représenté par une agence de communication parce qu'il fait pas mal de choses à côté. Et cette agence, il a envoyé le film quand il était fini, c'est une autoproduction. Et quand il l'a, avec un producteur mais sans financement public ou autre, et quand il l'a envoyé, l'agence qui pensait le représenter a trouvé ça génial, ils l'ont mis en ligne, sans lui donner son avis. En 24 heures, le film a fait 2 millions de vues. Nous, c'est comme ça qu'on l'a repéré, on l'a signé en distribution en 48 heures. Alors bien sûr, derrière le film, elle a été chercher un cristal à Annecy, enfin, ce n'est pas rien. Et derrière ça, Patrick Jean a vendu les droits de son court-métrage qui a donc été adapté à Hollywood. C'est un cas assez unique, c'est un cas extrêmement particulier. Voilà. Ensuite, et là-dessus, il n'a touché quasiment très peu d'argent, à part ce que la boîte d'Adam Sandler, qui avait donc pris les droits, lui a versé pour l'adaptation. En tout cas, sur les droits Internet, il n'a rien touché. Le 3e cas, donc, est Super Vénus, dans lequel Hélène a aussi un rôle, en fait, puisque c'est un film qui est une autoproduction qu'on a vu passer en 2014, qu'on a pris en distribution, donc c'est un film de Frédéric Doazan. Suite à ça, on l'a proposé à Arte, qui l'a acheté, qui l'a diffusé en septembre 2014, et qui derrière donc l'a mis sur le, comme Hélène l'a bien expliqué, qui l'a mis sur leur site en ligne. Et à partir de là, le film a explosé, littéralement. C'est-à-dire que sur le player Arte, il a fait 400 000 vues, mais nous, en une semaine, ça a été délirant. Enfin, et évidemment, ça ne s'est pas arrêté après, parce qu'une fois que les gens se sont appropriés le média, qu'ils l'ont piraté, qu'ils l'ont réuploadé, c'est très compliqué de courir derrière. Je sais que ça a été quelque chose qui a été très douloureux, qui a été très long. C'est-à-dire avec Frédéric Doazan, on a passé beaucoup de nuits blanches à chercher des liens, à effacer. Les plateformes sont plus ou moins coopératives. Facebook met par exemple plus de 72 heures
à effacer un lien que vous leur avez signalé et en justifiant pourquoi il faut signaler pour chaque lien, c'est extrêmement long, 72 heures, surtout dans le cas de ce genre de buzz. Et donc voilà, donc le film nous a complètement échappé. À ce moment-là, on n'a absolument rien touché dessus, ni Frédéric ni nous. Voilà, il y avait des sous en plus que Arte avait mis pour les droits, mais qui sont quelques centaines d'euros. Et je pense qu'Hélène est d'accord que par rapport au buzz du film, on est dans des choses assez faibles, voilà. Sachant, mais après je tiens quand même à dire qu'Arte est la seule plateforme à avoir rajouté des sous pour prendre les droits en plus que tous les autres nous demandaient. Sachant qu'Arte est une chaîne publique et qu'il n'y a pas de pub. Oui, mais aussi que par ailleurs sur d'autres chaînes, c'est des droits qui ont été pris au fur et à mesure sans avoir rajouté le moindre sous en court-métrage, voire en tendant à baisser les prix d'achat de pré-achat. Et à partir de là, en fait, on a rentré en contact avec Google qui nous a proposé en fait, de nous donner accès à leur plateforme qui est donc celle du CID, qui est un outil professionnel pour les ayants droit, et nous reconnaître ce statut-là. C'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, dès qu'on upload maintenant sur notre chaîne YouTube un film, il crée une identité en fait, une carte d'identité du film, d'où le nom CID, Content ID. Et à partir de cette empreinte, dès qu'une vidéo déjà présente ou passée match, on va dire, avec cette empreinte, nous avons en fait, c'est nous qui prenons les droits, on va dire, sur ce film. C'est nous qui avons décidé si on monétise, si on bloque ou si juste on le traque. On peut faire ça par territoire, par film, etc. C'est un outil qui, évidemment, nous est venu pour lutter face au piratage, nous a permis aussi de mesurer tout ce qu'on n'avait pas pu voir sur Super Vénus et qui nous a surtout permis de voir l'ampleur du phénomène. C'est à partir de là que je peux vous dire maintenant que le film a été aujourd'hui vu, j'ai regardé avant de venir tout à l'heure, on en est juste sur YouTube à 29 millions de vues. Alors bon, nous on a arrêté de courir après, Arte en plus pris des droits non exclusifs, ça ne nous mettait pas particulièrement en porte-à-faux, et clairement on s'est dit bon on va essayer de monétiser. Alors comme Marie dit ça rapporte rien, je vois ce qu'elle veut dire. Non mais c'est-à-dire que par rapport au nombre de visionnements, ce n'est absolument rien, c'est délirant. C'est le même problème que la musique peut rencontrer avec le visionnement de Spotify qui rémunère de façon délirante à 0,0001 centime, je crois, le dit qu'elle écoute. On est dans des choses qui sont délirantes. Quand on a un film qui est vu à 26 millions de vues, 29, bon, vous allez dire que c'est pas beaucoup, le film a généré quasiment 10 000 euros depuis qu'on l'a mis en place et c'était 3 mois après son pic de visionnage, donc on est après ça. 10 000 euros c'est pas énorme, c'est plus que ce qu'aucun film doit jamais rapporter en VOD. Et je tente à dire, c'est toujours ça de prix pour le réalisateur aussi. Enfin, on va être honnête, de toute façon, enfin, on fait avec les outils qu'on nous donne, en fait, notre temps est derrière les films. Voilà. Donc là-dessus, je sais que Google, YouTube, ça a des ambiguïtés, voilà, mais ça a quand même changé un certain... Mis en place cet outil a nous changé un certain rapport, a changé notre rapport à la diffusion. C'est-à-dire que nous ne mettrons jamais un film en ligne en première fenêtre. C'est-à-dire que, enfin voilà, nos diffuseurs historiques, c'est les chaînes télé, c'est eux qui les tutorialisent. On ne les propose même pas des plateformes qui nous viennent d'activité avant de les proposer aux chaînes. C'est quelque chose qui reste et qui restera, je pense, pour encore un moment. Voilà, c'est nos diffuseurs, nos producteurs aussi historiques. Mais quand le film nous échappe, YouTube, par exemple, nous propose un outil qui nous permet de moins subir les choses. Alors à côté, on subit toujours, on court derrière Facebook, on court derrière toutes les plateformes en Thaïlande, en Russie, etc., qui sont en thaïlandais, en russe, je vous laisse imaginer, qui ne sont pas très coopératives pour effacer les liens, c'est l'horreur. Mais la plateforme principale mondiale, on peut y avoir accès, on y a accès. Ensuite, du coup, maintenant, il y a aussi une demande de réalisateurs qui émerge. Il y a là-dessus deux tendances. C'est les réalisateurs qui, en 3e, 4e fenêtre, nous demandent écoute, maintenant, le film n'est plus sous droit Arte, il n'est plus sous droit France Télé, il n'est plus sous droit Canal, est-ce qu'on peut le mettre en ligne? Pour les réalisateurs d'animation, souvent, c'est aussi que Vimeo est une carte de visite. C'est là, c'est ils mettent en avant leur travail. C'est des choses qu'on accepte beaucoup plus facilement. Par exemple, on vient de le faire avec Vladimir Mavinakuka, qui vient donc de réaliser un film avec Marie, dont on est producteur-distributeur. Avec son précédent film La Bête, qui n'était effectivement plus sous droit, il nous a demandé de le mettre en lien. Le producteur était réglo et il était dit, même en termes de préachat, on est bon, on est en droit. Bon, on l'a fait. Après, je ne pense pas que le film va générer un buzz à 20 millions. Les buzz à 20 millions de vues, on les génère pas. On sait pas. Et je le souhaite. Et tout ce que je souhaite, c'est que le film le fasse, vraiment. Mais ces buzz, en fait, c'est pas vous qui les générez. C'est un truc qui vous arrive dessus et pas vraiment maîtrisé. Bien sûr que la typologie des films autour de minuit court avec des sujets assez forts, souvent sans parole, s'y prête particulièrement. Mais honnêtement, enfin, s'il y a des jeunes réalisateurs qui se demandent comment mettre en avant leur film, le cas de Patrick Jean, qui derrière a été signé par Hollywood pour adapter son court-métrage, c'est un cas unique. La question, c'est comment avec ces outils, comment avec le développement aujourd'hui, on fait pour travailler avec le reste des films. C'est-à-dire des films qui n'ont pas gagné l'Oscar, qui n'ont pas été sur Hollywood, qui n'ont pas fait un buzz de 50 millions de vues dans le monde. C'est là le reste des films. Parce que moi, j'en connais que 3 des films comme ça, honnêtement. Et là, ces outils commencent à être utiles. Après, sur les plateformes VOD, mon ressenti, c'est que ce n'est pas une économie viable. Voilà, déjà parce que la plupart des chaînes demandent de plus en plus d'exclusivité sur les droits, qu'on leur cède en préachat, en achat, en coproduction. Voilà. Avec les droits Internet. Y compris les droits Internet. Ah oui, et ça on les a vu arriver. Et on peut dire précisément quelle année chaque télé a rajouté le 3 non linéaire. Et quand dans le 3 non linéaire, on a vu arriver, on a vu sortir le Minitel et qu'on a vu rentrer les droits Internet. Vraiment, enfin, ça il suffit de tout le monde ici, je pense, a déjà vu des contrats de préachat, il suffit de les réouvrir. Vraiment.
Mais sur les plateformes, enfin moi je peux vous dire, dans le chiffre d'affaires d'autour de minuit, en 2012, la VOD et VOD représentaient 3,82%. C'est pas grand chose, sachant qu'on est distributeur quand même, donc on génère plus que des boîtes de production seules, c'est pas grand chose. Aujourd'hui, en ayant intégré les comptes Google en 2015 par exemple, on est à 5,86%. On voit une petite augmentation, ça reste quand même des choses assez faibles. Alors que c'est devenu le média principal et la façon dont les films sont quasiment le plus vus. Voilà, pour ce qui est de notre cas, enfin, on en est un peu là. Et on passe notre temps à courir derrière les outils, courir derrière nos films. Et tant qu'on peut avoir des outils qui nous aident à courir derrière nos films, on les prend. Et même si ça ne génère pas grand-chose au clic, on le prend quand même aussi, honnêtement. Je vais vous céder la parole dans 3-4 minutes. Quand même, on va laisser Marie s'exprimer. Je vous ai vu opiner du chef. Je suis très expressive aussi. Abonder dans l'idée de la nullité de la rémunération. On va juste citer le titre du film sur lequel vous êtes en train de travailler avec Vladimir. I want plutôt be a planet again, dans un anglais absolument parfait. Qui est en compétition, clairement, en inter et en national. In French, je veux que Pluton soit une planète à nouveau. Voilà. Ils disent correct. Ils disent absolument. Voilà. Donc plusieurs casquettes, on le disait au début, réalisatrice, laser. Allez-y. Alors, en fait, à vous entendre, parce qu'on avait parlé un tout petit peu avant de vous voir, puis là, plus profondément, ce qu'on constate, c'est que c'est assez vertigineux, en fait, la question qui nous attend en tant qu'auteur, en tant que réalisateur. C'est une question qu'on se pose beaucoup à la SRF, parce que c'est demain, enfin, c'est aujourd'hui et c'est demain. Et le problème, c'est que la question de la diffusion sur Internet, elle pose deux questions. Elle pose la question de la rémunération, vous avez tout à fait raison. Et puis elle pose aussi la question du financement des films. Avant, j'ai envie de dire avant déjà, donc c'est terrible, je dis déjà avant alors que c'est toujours maintenant, mais c'est vrai que quand on disait court-métrage ou financement d'un court-métrage, c'était quand même avec un système de financement assez balisé pour la plupart, quoi. Je ne parle pas des films sauvages, hein, mais je parle de films au financement plus classique. Et c'est vrai que quand on avait la chance d'avoir un préachat, alors ou d'Arte ou de France Télé ou de Canal, etc., déjà on pouvait financer le film, c'est-à-dire que, vous voyez, tout à l'heure, on a vu plein de gens de bonne volonté essayer d'encadrer la création du court-métrage, son écriture, et parler aussi de professionnalisation du court-métrage. Et ça, c'était notamment dû à ces systèmes de préachat aussi, qui permettaient de le faire. Et par ailleurs, une fois que les films étaient donc faits, et à la sueur du front de beaucoup de gens, vous le savez, j'imagine, dans la salle, les réalisateurs pouvaient espérer, alors pas de manière mirobolante, mais quand même gagner un tout petit peu leur vie. Ou en tous les cas, souvent ce qui se passait, c'est que pendant qu'on faisait un court-métrage, on essayait d'écrire le long, par exemple, et c'est vrai que les sous que nous ramenaient les chaînes nous permettaient de mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, ou dans les pâtes, ça dépend des gens. Moi j'ai plutôt vécu ça, donc j'ai déjà l'impression d'être un dinosaure, c'est dire que les choses vont vite, parce que je ne suis pas vieille, non, c'est le monde qui va très vite. Et avec mes courts-métrages, j'ai pas eu tant de préachat que ça, mais ça m'a permis quand même de vivre assez longtemps pour arriver à faire le premier long, ce qui a pris beaucoup de temps. Artigueur, caméra d'or. Et ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, je constate deux choses. C'est que non seulement on était rémunéré donc à la minute et à l'heure de diffusion et selon la chaîne, si je ne me trompe pas, et aujourd'hui c'est au clic. Alors, si je comprends bien. Et donc ça change aussi son rapport à comment produire des films, d'une certaine manière, pourquoi les produire, dans quel cadre les produire, et comment respecter encore une vision d'auteur ou essayer de porter une voix particulière dans un monde qui rémunère au clic. C'est une question qu'il faudra qu'on se pose quand même parce qu'elle est flippante en fait, pour parler simplement. Moi j'aimerais vous parler alors plus d'un exemple sur cette histoire de rémunération parce que on y va tous d'exemples. Parce que quand on fait 29 millions de vues sur Internet et que l'auteur et le distributeur se partagent 10 000 €, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est juste ça ne va pas. Maintenant, je n'ai pas les solutions, on se pose plein de questions, on essaye de voir s'il y a des accords qui sont possibles entre YouTube, la SACD, les différentes plateformes, etc. etc. Mais
ça ouvre quand même un boulevard de questions sur lesquelles il va falloir vraiment se pencher, quoi. Et il y a le cas d'une jeune fille, alors vous avez peut-être vu son court-métrage, qui s'appelle Majorité opprimée. Alors, cette jeune fille s'appelle Éléonore Pourria. Alors je trouve l'histoire de ce court-métrage quand même assez exceptionnelle. Donc c'est un court-métrage qui a été financé, donc assez classiquement on va dire, par une région et je crois Orange. Voilà. Bon, un système de financement correct, on va dire. Traditionnel, on va dire. Traditionnel. Le film est un temps assez court, ce qui est une aubaine pour Internet, comme on vient d'expliquer. Et le pitch du film est assez drôle, c'est l'inversion des rôles, c'est-à-dire si monsieur prenait la place de madame l'espace d'une journée, quoi. Qu'est-ce que ça ferait? Et c'est un film assez féministe, on peut le dire, et qui s'affirme comme tel. Chouette. Ouais, chouette programme. Il a sa vie pendant 2 ans au festival, je crois qu'il est produit en 2009. Et pendant 2 ans, il vit sa vie en festival. Et puis l'exclusivité Orange tombe. Et la jeune fille, donc réalisatrice, se dit, bah tiens, je vais mettre de mon propre chef, je ne sais pas où était le producteur à l'époque, mais voilà, de son propre chef, mon film sur YouTube, avec beaucoup de fraîcheur et de spontanéité, et on lui en sait gré, elle est très jolie. Voilà, et elle a fait ça très bien. Et le buzz commence à démarrer. Mais démarrer, en fait, de plus en plus fort. Et puis elle commence à se dire, bon bah ça marche, alors je vais peut-être mettre des sous-titres en anglais à ce film. Et là, la presse s'en empare, la presse internationale s'en empare, et au final, elle fait quelque chose comme 15 millions de vues. Voilà. 15 millions de vues à une époque où en plus, on n'est pas en 2016, donc ça représente quelque chose d'assez important sur YouTube. 15 millions de vues, elle se dit bah, peut-être que je vais pouvoir réclamer un peu de sous à la plateforme et aussi pour, attention, parce que quand on est un réalisateur, on a une équipe derrière soi, donc c'est pas que pour sa trogne non plus, c'est quand on met des gens en participation, ce qui est souvent le cas des courts-métragistes, on sent une obligation, on n'est pas tous des enfants de salaud comme on dit, et on sent une obligation aussi de rémunérer les gens qui vous ont aidé. Et alors là, je trouve génial, quand elle va faire son petit courrier à YouTube en disant coucou, Éléonore Pourria, c'est moi, et en fait, regardez, il y a 15 millions de vues, puis il y a toute cette pub là qui défile à côté de mon cours, c'est quand même génial. Tout cet argent que vous faites sur le dos de mon petit court-métrage, est-ce que vous pourriez me rémunérer? Alors là, c'est formidable, alors je cite les mots. Donc, le lendemain de sa demande, elle a été censurée pour raison de plainte contre certaines images immorales. C'est donc un film féministe. Donc, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Donc, le court-métrage n'était plus à disposition, en tous les cas pendant un certain temps. Après, il a été placé sous la catégorie des interdits aux moins de 18 ans. C'est-à-dire que pour imaginer, je vous assure qu'il n'y a rien de choquant dans ce film, hein, ou alors il faut m'interner, c'est-à-dire que j'ai vu des choses beaucoup trop choquantes. Ce n'est pas choquant, c'est un propos impertinent peut-être, mais choquant, n'exagérons rien. Donc c'est simplement un propos féministe. Voilà. Et la conclusion d'Éléonore, et ça ne s'arrête pas là, c'est quand même assez fou, c'est que du coup elle a eu le droit, elle, au passage, à des injures du monde entier, puisqu'elle avait fait un court-métrage féministe. Parce qu'au passage, il ne faut pas oublier un truc, c'est que les réalisateurs sont des gens qui prennent la parole, au-delà d'être des gens qu'on finance ou qu'on rémunère, c'est des gens qui prennent des risques aussi. Et c'est elle toute seule qui s'est vue, à devoir accueillir aussi la violence que suscitait son film. Vous allez me dire, c'est normal, quand on prend la parole, il faut assumer, mais enfin là, c'est à des échelles assez délirantes. Et aussi, en revanche, des gens pour lui dire merci et lui dire qu'ils avaient aimé son court-métrage et qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les gens qui l'insultaient, Dieu merci. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Donc elle ne touche pas un sou, mais Netflix et un producteur américain portent de l'intérêt dû au buzz, évidemment, pour le projet. Et donc aujourd'hui, elle est en prépa du film et au mois de mars, elle va a priori tourner une version, on va dire longue, différente, j'imagine, mais voilà, inspirée de ce court-métrage. Mais portée aussi par l'histoire du court-métrage qui est quand même hallucinante. Et ce qui est hallucinant, c'est de voir que, en tant qu'auteur, si on n'a pas une société ou un syndicat ou un État même, ou alors comment résoudre l'équation, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas encore, on a des pistes, on ne sait pas encore. À titre individuel ou même en tant que société de production, faire valoir son droit, c'est très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que quand même c'est la jeune génération, c'est les nouvelles créations qui sont, je pense, déstabilisées aussi à cet endroit.
et qu'on brille par un cinéma qui est à l'international, en tous les cas, différent et assez audacieux. Si on ne sait plus comment le financer, on ne sait plus comment rémunérer ses auteurs, ça va devenir très compliqué. Non pas que tout le monde n'y va pas d'une certaine bonne volonté, et je sais bien que tout le monde y va avec ses moyens aussi, donc il ne s'agit pas d'accuser des gens, il s'agit de se dire à un moment donné, bon, pour l'instant, on savait ce qu'on gagnait à financer les films d'une certaine manière, on ne sait pas trop ce qu'on a à y perdre pour l'instant, mais certainement pas mal de choses, si on n'est pas vigilant voilà, sur la manière dont on peut donner comme ça, à voir à tout le monde et à n'importe qui, parce que tout le monde, ça veut dire n'importe qui, un film. Et quelque part, c'est vrai aussi que les entreprises voilà, comme Bref, comme Mubi, etc., ou Tech, c'est ça, c'est plutôt rassurant pour les auteurs, mais je vous dis, la seule chose qui n'est pas rassurante, c'est cette histoire de rémunération au clic. Voilà. Et avant le beurre, il va falloir trouver de quoi mâcher les pâtes quand même. Alors j'aime bien les pâtes, ouais. Et on est beaucoup à bien les aimer. Ça tombe bien, ça tombe bien. On est beaucoup d'auteurs à aimer les pâtes. Ouais. Pauline, je vous laisse la parole tout de suite, premier juré, je ne vous la vole pas. Je vais vous la donner aussi. Je vais demander à Caroline et à Emmanuel Alain, à qui j'ai pour l'instant un peu foutu la paix, de réfléchir peut-être juste après l'intervention du public. Non, Pauline, prenez la... réfléchir, parce qu'on a placé quand même un état de fait, quelques menaces quand même, en tout cas quelques insécurités nombreuses. Peut-être, juste après que le public ait pris la parole, me donner éventuellement vos pistes de réflexion sur l'avenir, sur la sécurisation, sur la manière dont vous le voyez, puisque vous êtes l'un comme l'autre un peu dans la projection. Pauline, vous vouliez répondre ou Non, juste rapidement pour préciser deux choses rapidement que Marie a dit. C'est de notre côté, il ne s'agira jamais, enfin c'est des choses qui arrivent une fois que les films sont financés. Et clairement là-dessus, notre logique, aussi parce qu'on est producteur, on n'est pas que distributeur, ce sera toujours d'aller chercher le soutien des chaînes. C'est très compliqué de produire un film, particulièrement d'animation, sans chaîne. Et vraiment, si on n'a pas soit Canal, soit Eden, soit France Télé derrière nous, on n'y va pas. Après, c'est des choses qui arrivent une fois que le film est fini, dans notre cas. Voilà. Et le deuxième point, j'ai oublié, je suis désolée. Mais alors du coup, moi, c'est une question plus pour les chaînes aussi, ou Arte, ou c'est à quel endroit aussi, enfin moi je me pose la question, c'est comment réfléchir, et les chaînes et ces plateformes qui sont Mubi, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure ça vient se parasiter ou s'enrichir, quoi. La coexistence des chaînes et des plateformes. D'un point de vue d'ayant 3, pour moi, c'est des offres complémentaires. Après, non, mais d'un point de vue production. Je pense qu'Hélène, malheureusement, est la seule qui prend un droit non exclu dans les chaînes françaises. Donc, c'est peut-être pas la mieux. En fait, au niveau des chaînes, déjà, on est dans le court-métrage, donc on est diffusé autour de minuit ou après minuit. Donc, à l'intérieur des chaînes, que ce soit France 2, France 3 ou Arte, on essaye de se battre pour ne pas être repoussé très tard dans la nuit ou ne pas complètement disparaître. Donc il y a déjà ça. Conserver une diffusion, on va dire, autour de minuit, à peu près raisonnable. Conserver les budgets chaque année, et si on peut les augmenter, comme l'année prochaine on augmentera un petit peu les prix d'achat. Et puis le monde change, donc quand on a une case à minuit, on se dit, on ne va pas rester à minuit, c'est complètement débile. Une nouvelle génération, ils ne regardent pas la télé, donc il faut être sur le net. Donc le replay, pour le court-métrage, c'est une chance. Donc nous, ça fait des années qu'on prend des droits Internet, c'est pas nouveau, ça fait plus de 10 ans qu'on prend des droits Internet rémunérés. Donc pendant très longtemps, on a pris des droits exclusifs, et puis à un moment donné, on s'est rendu compte, parce que quand on est une chaîne de télé et qu'on travaille dans le court-métrage, on est solidaires les uns des autres, parce que sinon, on meurt tous ensemble. Donc soit on essaye de comprendre comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est passé à des droits non exclusifs, alors qu'on les rémunère et qu'on est un des rares à les rémunérer. Donc, voilà, il faut essayer de voir que le monde change, les nouvelles générations ne regardent plus la télé, comment on continue à conserver les budgets pour des achats, pour des préachats, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'antenne qui permet ces budgets, et c'est pas l'Internet. Et en même temps, être visible sur Internet. C'est pour ça qu'on disait les chaînes ont effectivement, dans leur contrat, pris de plus en plus de droits. Oui, les chaînes prennent de plus en plus de droits, parce qu'on sait très bien que les nouvelles générations, ils ne regarderont pas la télé. Toutes les chaînes de télévision ont des audiences en baisse, sauf Arte, mais on est parti de bas. Donc nous, on est en hausse. mais ça, c'est un constat. Donc, du coup, après, c'est essayer de voir, de faire en sorte que tout le monde
et dans le court-métrage, effectivement, être rémunéré au niveau des producteurs, que le producteur ne soit pas quelqu'un à qui on demande tout et n'importe quoi, et qu'on se rend compte qu'il faut aussi respecter le producteur, parce que s'il n'y a plus de producteurs, s'il n'y a plus de réalisateurs, on ne peut plus alimenter les chaînes de télé. Donc moi, je dis toujours, c'est qu'il faut être gagnant-gagnant. Et qu'une chaîne de télé, elle ne peut être gagnante que si elle respecte ses réalisateurs et ses producteurs. Voilà. Oui, mais si je puis me permettre, pardon, je ne parle pas d'Arte là en l'occurrence, vous dites que vous avez augmenté le budget de préachat, mais on voit bien aujourd'hui que dans le court-métrage, pour être très, très précis, beaucoup de chaînes maintenant attendent que les films soient faits. Alors comment, on se demande, mais ils attendent pour acheter. Parce que si le film va en festival, etc., gagne des prix, à ce moment-là, ils se positionnent et ils achètent. Écoute, moi, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas que ce soit France 2, France 3, Canal ou Arte. On n'attend pas que les films soient achetés. Je vais ne parler que d'Arte parce que je ne vais pas parler de mes camarades. Nous, on a une politique d'achat d'une 30aine d'achats par an, donc Arte France, moitié de chaîne, et une politique de préachat d'une 30aine de films. Donc on n'a pas baissé au fil des années. Je ne parlais pas d'Arte. Non mais franchement, il faudrait que quelqu'un du CNC le parle. C'est une question mais parce que vraiment, je t'assure, je ne peux pas parler à la place de mes camarades, mais les chaînes de télé n'ont pas baissé le nombre de préachats. Au contraire, on a augmenté le nombre de préachats. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'en France, on a la chance d'avoir 4 chaînes de télé qui s'engagent sur du court-métrage, et que donc, en France, on est le pays le plus concurrentiel au niveau du court-métrage en chaîne de télé. Donc, pour être concurrentiel entre nous, on a augmenté le nombre de préachats chacun dans les chaînes. La différence, c'est qu'avant, tu avais 500 courts-métrages par an. Maintenant, tu en as 1700. Cette année, à Clermont-Ferrand, c'est 1700 films. Ce n'est pas le nombre de films qui sont préachetés par les chaînes qui baisse, c'est le nombre de films qui sont réalisés qui augmente. Il y a 1700 films inscrits à Clermont-Ferrand en national cette année. Donc nous, on ne peut pas suivre en chaîne de télé. On n'a pas baissé, on est au même nombre. Rapidement pour aller dans le sens de Marie, ce qu'elle dit, nous ça nous arrive pas avec Arte, ça nous arrive des chaînes qui s'engagent en préachat, qui te lâchent et qui achètent le film derrière beaucoup moins cher. Ça nous est vraiment arrivé plusieurs fois. Et après je sais que voilà, mais... On va peut-être demander au public s'il y a des questions et revenir juste après au débat. Alors, jeune homme. Oui, pour moi, je veux bien qu'on dise jeune homme parce que justement, je vais parler des jeunes. Cette question de la présence du court-métrage sur Internet, elle se pose beaucoup. Elle se pose aussi pour les jeunes, puisque c'est aussi une vraie manière de démarrer. Il y a beaucoup de cinéastes qui démarrent sur YouTube. Et il se pose alors la question aussi, est-ce que les cinéastes de demain sont les youtubeurs d'aujourd'hui ? Et c'est une question qui peut parfois aussi un peu effrayer parce que le terme court-métrage, si vous tapez aujourd'hui sur YouTube court-métrage, c'est pas toujours des courts-métrages que vous allez trouver. Et c'est aussi ce qui fait, je pense, que la vision aujourd'hui globale du court-métrage, elle a un peu changé, elle est moins liée à la profession, parce qu'on imagine beaucoup le court-métrage comme quelque chose parfois de très travail, qui peut vraiment être fait avec un téléphone, et en même temps c'est super, c'est par là que moi j'ai commencé. Mais du coup, ça crée beaucoup, je crois, de confusion aussi. Et avant de rentrer dans la profession, je pensais vraiment que le court-métrage était vraiment qu'un lieu de passage sur YouTube, et ne pouvait pas vraiment être quelque chose lié à la profession. J'ai perdu un peu mon fil, mais je voulais juste du coup poser une question par rapport à ça, qui était comment est-ce qu'on peut, notamment pour les jeunes réalisateurs, aborder cette idée de présence du court-métrage sur Internet, mais également d'intégrer le métier de cinéaste qui n'est pas forcément par YouTube, parce que c'est une question qui est assez compliquée. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des films sur YouTube à 16 ans, et en une semaine, il a pu se passer des choses complètement dingues, où il y avait 300 000 vues, où à 16 ans, je me suis retrouvé à faire la une du Huffington Post et je ne savais même pas ce qui se passait. Aujourd'hui, je fais des cours autrement, beaucoup moins de gens en entendent parler, et c'est très dur de se dire qu'au fond, je suis plus cinéaste aujourd'hui que je l'étais à 16 ans. Et je pense que cette question-là, il faut l'aborder beaucoup avec la jeunesse aujourd'hui du cinéma, parce qu'au fond, YouTube, c'est très bien, mais YouTube, sur les 300 000 vues, c'est pareil. À l'époque, la monétisation n'existait même pas. Je n'ai pas touché un seul euro là-dessus. Et alors, en même temps, voilà, j'avais 16 ans, je ne voulais pas être payé, c'est pas grave. Mais voilà, ça pose des questions. Je pense que les jeunes aujourd'hui démarrent très facilement par YouTube en pensant que le cinéma est fait pour ça. Il y a des cinéastes même incroyables aujourd'hui qui démarrent comme ça et qui ne veulent plus quitter YouTube parce que quand ils nous regardent, nous, à faire ce parcours de festival qui va prendre beaucoup de temps pour toucher 3000 personnes, ils rigolent un peu. Et je pense qu'il y a peut-être une manière envisagée pour que tout ça se collabore mieux ensemble et que ça puisse être un chemin YouTube aussi, mais pas le seul. Voilà. C'est une vraie question. Caroline, par exemple, qui n'avait pas encore pris la parole, justement réfléchissait à la diffusion et aux enjeux de la diffusion du court-métrage.
Oui, tout à fait. Je pense que, déjà, excusez-moi pour cette voix, j'espère que vous me comprenez. Ne vous inquiétez pas. Oui, je pense qu'une distinction qui a été un peu relevée ici, c'était justement le fait qu'il ne fallait pas confondre accessibilité du court-métrage sur le net et visibilité. J'ai regardé hier combien il y avait de courts-métrages sur YouTube, par exemple. Et si je tapais en anglais short film, je suis tombée sur un peu plus de 60 millions. En avril, j'avais regardé et il y en avait à peu près 30 millions. Si je regarde en français, court-métrage, on est à 310 000 à peu près. Ça vous donne une idée effectivement de tout ce qu'on peut regrouper sous ce terme de court-métrage, qui effectivement peut vouloir dire pocket film, donc film fait avec un téléphone portable, mais également des films faits dans des cadres beaucoup plus pédagogiques, au lycée, etc. Et des films faits parfois sans enjeu professionnel à proprement parler. Et c'est vrai qu'il y a une grande césure dans le monde du court-métrage aujourd'hui entre un court-métrage fait de manière très professionnelle, avec des budgets parfois très conséquents, parfois presque au niveau, notamment dans l'animation, de premiers longs métrages, et à côté de ça, des films qui vont être faits de manière tout à fait amateur. Internet rassemble tout ça sous le même vocable, sans faire aucune distinction, et même Internet impose ses propres standards de durée. Par exemple, si vous regardez sur YouTube, vous pouvez discriminer entre court et long. Mais qu'est-ce que veut dire court sur YouTube? Ça veut dire moins de 4 minutes. Oui. Et si vous regardez, alors après il y a un flou, il y a un no man's land entre 4 et je crois 20 minutes, et à partir de 20 minutes, tout devient long. D'accord? Donc c'est pas du tout la distinction et la définition du court-métrage que nous on a en termes, on va dire, juridiques, réglementaires, qui est tous les films qui font moins d'1 heure de projection. Alors ça, je le remarque aussi, par exemple, quand moi je fais des entretiens, beaucoup avec des spectateurs, et je me rends compte que pour beaucoup de personnes, court-métrage ne veut pas du tout dire ce qu'on entend. Beaucoup de gens pensent que court-métrage, ça veut dire un film d'animation, par exemple. Ah oui, encore oui. Ou alors que ça veut dire, oui, un petit film de moins de 10 minutes. Alors à titre d'information, alors c'est très difficile d'estimer les durées moyennes des vidéos sur Internet, mais il y a des études qui sont faites. On estime qu'une vidéo en moyenne sur Internet dure à peu près 7 minutes. Ce qui vous donne un indice du fait que les standards de l'audiovisuel sont profondément en train d'évoluer. Et même si vous regardez par exemple, alors d'où viennent ces standards de durée? Au départ, YouTube avait imposé les 10 minutes pour éviter justement d'avoir des copies piratées, notamment de longs métrages. Peu à peu, ils ont étendu et voilà, il n'y a plus vraiment eu cette justification. Mais les standards de durée viennent parfois de tout à fait ailleurs. Par exemple, si on regarde les Nikon Film, vous savez qu'il y a beaucoup de courts-métrages qui sont faits dans le cadre de ce concours qui vise à produire des films qui font 140 secondes et ensuite à les diffuser éventuellement en salle. Mais tout commence sur Internet. Alors d'où viennent ces 140 secondes? Elles viennent tout simplement du nombre limite de caractères sur Twitter à l'origine, qui était 140 caractères. D'où viennent ces 140 caractères? Ils viennent en fait du nombre de caractères maximum qu'on pouvait mettre dans un SMS au tout départ. D'où viennent-ils? Ils viennent du nombre de mots qu'il y a en moyenne sur une carte postale. C'est juste pour vous donner une idée en fait des différents standards de durée qui peuvent se créer dont Internet est le vecteur et qui n'ont rien à voir avec aux standards de durée auxquels on est habitué dans le cinéma. Alors ça, dans un sens, on peut penser que c'est très positif, parce que justement le court-métrage serait plus adapté à un type de diffusion tel qu'Internet. C'est d'ailleurs ce que vous disiez, Marie Machoukeli, quand vous disiez finalement le prix n'est plus lié à la durée. Vous l'avez pas dit comme ça, mais c'était plus ou moins ça. Vous disiez on rémunère au clic. Mais c'est vrai en fait, quand vous allez dans une salle de cinéma, ça arrive jamais de payer autant pour un court-métrage que pour un film long. Vous payez quasiment toujours moins, ou alors on vous fait, il y a une séance de court-métrage qui dure la même durée qu'un long-métrage. C'est pour ça qu'on vous fait payer autant. Sur Internet, cette équivalence durée-prix, elle est chamboulée. Je prends un site comme Indieflix, qui est un site de cinéma indépendant américain, où le nombre de courts-métrages est équivalent à peu près 40% de l'offre de films qui est présentée. On a là un système de rémunération qui est un système de rémunération qu'on appelle à la minute visionnée. C'est-à-dire, même si vous ne regardez pas le film jusqu'au bout, on regarde combien de minutes vous avez visionné le film, et en fonction de ça, on rémunérera les films les uns par rapport aux autres. Ça avantage considérablement en fait les courts-métrages sur le film, puisque ce sont majoritairement ces films qu'on regarde en général pas jusqu'au bout, parce que souvent sur ces films, le nombre de visionnages est proportionnel à la durée, et qu'on regarde un peu pour tester avant de se fixer sur un film de manière un peu plus définitive.
Donc il y a un peu un ébranlement en fait sur Internet qui est peut-être positif en fait, de cette idée que non court ne veut pas dire forcément qu'il faut forcément moins le valoriser, ou que ça vaut moins. Cette idée-là, elle est ébranlée. Et en même temps, c'est ce qu'on disait au tout début, le court-métrage est du coup noyé un peu dans cette énorme quantité de formats courts, où justement on a du mal à l'identifier précisément. Alors, et ça pose des problèmes vis-à-vis, on va dire aussi, d'une accélération générale des formats qu'on peut questionner. Par exemple, même à la télévision, Canal+, depuis quelques années, n'accepte plus de courts-métrages qui font plus de 15 minutes. Ce qui montre en fait qu'il y a une incidence sur les anciens médias, si en tout cas pour la diffusion linéaire. Plus de 20 minutes, quoi. Ça devient compliqué au-dessus de 20 minutes pour Canal+. Je crois même que c'était... Non, moi je peux vous confirmer. Attendez. Depuis 2 ans, je crois. Où êtes-vous? Dans les nouveaux achats, peut-être qu'on les a pas vus encore sur... Je peux vous donner un exemple. Vous avez presque raison. Vous avez presque raison, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que Pascal Faure et Brigitte Bardot, sur un film, sans doute, comme pour la plupart de mes confrères, je suis producteur, je suis Charles Badio, je m'appelle, la société s'appelle Art Premier. Donc il y a 2 ans, on a eu le cas d'un film qui s'appelle Braquage Sérénade, qui de toute évidence faisait, d'après le minutage de la script, entre 20 et 24 minutes. Pascal Faure et Brigitte Bardot ont souhaité que le film fasse moins si possible. Et donc on a signé à 15, parce qu'effectivement la durée souhaitée était de 15. Et moi, l'accord que j'ai passé avec Guillaume de Ginesta, le réalisateur, c'est que on allait tourner comme il le souhaitait, et on allait monter le film jusqu'à sa durée naturelle, qui finalement est de 24 minutes. Et qu'on montre, mais qu'on aurait sous le coude éventuellement des idées de coupe, enfin de pouvoir ramener le film à 15 si Pascal et Brigitte insistaient sur ce point-là. Et finalement, la version souhaitée, qu'on pourrait appeler Director's Cut finalement, est celle qui est passée et qui passe sur Canal et qui a un certain succès en festival. Donc le souhait... Et qui a été préacheté à 15 minutes. Voilà. Avec un prix minute. Peut-être, mais... Non mais d'accord, donc... Non, mais c'est pas... Après, on sait que Canal+ a de plus en plus... Ça veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais ils se positionnent de moins en moins sur les films qui dépassent, on va le dire, pour être un peu plus... les 25 minutes. C'est plus compliqué. Bien évidemment, le prix à la minute est resté à ce qu'il avait été fixé au départ, mais enfin, est-ce que le challenge, il n'est pas plutôt de pouvoir rendre les choses possibles pour qu'un réalisateur fasse son 2e film, le premier film ayant été fait avec le grec, donc c'est son premier film produit. Il se trouve que il a plutôt maintenant envie d'aller vers le long directement. Moi je l'ai accompagné sur ce film-là. C'est pas un jugement de valeur. Non, mais voilà. Le constat, c'est que Canal, après ce que vous avez fait, bravo, ça a permis effectivement au film d'exister, vous l'avez défendu jusqu'au bout, et je ne juge pas ça, mais en tout cas pour revenir sur... Oui, merci de nuancer. C'est vrai qu'en tout cas, l'engagement des chaînes télévisées françaises est absolument remarquable par rapport aux autres pays. On va dire les achats qui ont le plus baissé ces dernières années sont incontestablement les achats des chaînes étrangères. Mais à ce sujet d'ailleurs, ça me fait vous dire que quand on regarde quels sont les auteurs qui justement sont prêts à déposer leurs films sur des plateformes de streaming ou en VOD, etc., c'est assez souvent peu les Français comparativement aux autres pays. Simplement parce que le système français est déjà relativement protecteur par rapport aux autres, et qu'il y a eu en plus beaucoup de mauvaises expériences, notamment d'agrégateurs de droits qui ont essayé de démarcher un peu à outrance des auteurs sans leur faire aucun retour sur la diffusion effective de leurs films sur le net, etc., que ça a découragé beaucoup d'auteurs et d'ayants droit pendant un certain nombre d'années. La situation est moins florissante à l'étranger. Ça me fait continuer sur le fait que effectivement, le court-métrage a beaucoup d'atouts, en quelque sorte, pour la diffusion sur Internet, même législative. Là, on n'a pas trop évoqué, mais par exemple, le court-métrage n'a pas l'obligation de suivre la chronologie des médias, qui consiste à retarder la diffusion possible, donc en VOD,
puis sur les chaînes publiques, puis en SVOD, suite à une diffusion en salle. Comme le court-métrage est assez peu souvent diffusé en salle, forcément, voilà, il n'y est pas soumis. Ce qui permet à beaucoup de plateformes qui ne peuvent pas diffuser des longs métrages de moins de 3 ans, notamment en SVOD par exemple, de diffuser des courts-métrages vraiment d'actualité, ce qui est un très grand atout. Un autre atout, c'est un atout technique, qui est le fait simplement que ce sont des vidéos qui sont forcément souvent beaucoup plus légères et qui permettent donc de voir avec beaucoup de qualité ces films sur des supports mobiles. De nos jours, on constate qu'il y a à peu près 90% des gens qui regardent la télé qui en même temps ont un autre écran devant eux sur lequel ils regardent d'autres images. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, cette possibilité de suivre une consommation mobile. L'autre aspect technique important qu'on souvent on n'estime pas trop parce qu'il est un peu souterrain et invisible, c'est le fait que le monde du court-métrage, comme il est très parcellisé et que, il y a beaucoup d'acteurs qui très précocement se sont réunis dans le cadre de marchés du film, de festivals. Ce monde du court-métrage a très tôt constitué des sortes de bases de données de films en ligne qui n'étaient pas aussi fréquentes dans le monde du long-métrage. Je pense notamment aux bases par exemple de l'agence du court-métrage ou à celle de la vidéothèque du festival de Clermont-Ferrand qui permettait de voir à peu près 9000 films pour les abonnés en 2016. Donc toute cette information en ligne et cette diffusion en ligne, elle existe déjà, sauf qu'elle n'est pas nécessairement visible, bien sûr, par des gens qui sont en dehors de ce monde professionnel. Mais ça, c'est une avance technologique importante en fait, du monde du court-métrage qu'on a souvent un peu tendance à occulter. Donc voilà, je voulais juste revenir un peu sur ces atouts-là, sur la question plus généralement de la... Tout ça, évidemment, ça veut dire que le court-métrage, ça explique pourquoi il est beaucoup plus accessible que d'autres formats. Et par exemple, j'ai regardé le nombre de courts-métrages, parmi les courts-métrages qui avaient été sélectionnés dans la compétition du Festival de Clermont-Ferrand ces 10 dernières années, j'ai regardé combien étaient accessibles sur YouTube, là encore, et même sur d'autres plateformes VOD. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait très peu au final qui étaient accessibles sur des plateformes VOD. Ou qu'en tout cas, si la visibilité était empêchée, c'était parce que c'est pas parce qu'un film est accessible qu'il est facile de le trouver. C'est-à-dire qu'il faut le chercher pour le trouver. Et notamment, par exemple, il y a eu pour les longs métrages beaucoup d'efforts, notamment pour éviter le piratage, pour référencer les films qui étaient disponibles en VOD, donc à partir du site offrelegal.fr, etc. Les éditorialisations de courts-métrages sont souvent plus originales et plus difficiles à référencer. Et de ce fait, si on ne cherche pas le court-métrage, il est rare qu'on tombe dessus par hasard. Donc ça explique pourquoi la visibilité est souvent inférieure. Elle est également très discriminée, et là on observe aussi, bien sûr, des différences qui sont un peu équivalentes à celles qu'on repère pour le crowdfunding entre les films les projets qui sont plutôt bien suivis face à ceux qui ont du mal à vraiment rassembler des porteurs de projets. On remarque en fait, on est de plus en plus dans ce qu'on appelle une économie de contenu et pas de format. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part qu'on ne va pas financer un film parce que c'est un court-métrage, parce que ça ne veut pas dire grand-chose au grand monde, qu'on va plutôt diffuser un film par rapport au lieu où on pourra le trouver, c'est-à-dire sur le plus de médias possibles, et qu'on va aussi le financer par rapport à son contenu. C'est avant tout ça qui marche sur les sites de crowdfunding, et c'est vrai qu'on a assez peu évoqué le crowdfunding, alors qu'à mon sens, c'est très en lien justement avec la diffusion sur le net. Finalement, les films qui marchent le plus en termes de financement, ce sont les films qui ont réussi à dépasser le cercle proche, ce qu'on appelle le family love, c'est-à-dire tous les gens qui vous aiment parce qu'ils vous aiment, au fond, et que vous avez réussi à aller plus loin et avoir un peu de monnaie des gens qui sont fondamentalement intéressés par le sujet vraiment de votre film. Et on remarque ça beaucoup pour la diffusion sur Internet. En fait, les films qui essayent de diffuser leurs films sur des forums dédiés au sujet de leurs films, beaucoup plus qu'à des plateformes forcément court-métrage, c'est ceux qui récoltent en général le plus de vues. D'accord ? Donc il y a une sorte d'intérêt plus pour le sujet. Bien évidemment, les films, notamment les plus courts, sont aussi souvent les plus visionnés, et également les films d'animation. Et ça, c'est notamment, je pense, parce que l'animation, en plus d'être aussi souvent des films courts, l'animation a été assez moteur en fait sur l'investissement de ces plateformes
et sur l'investissement de tout ce qu'on va appeler le streaming professionnel, qui est justement le fait d'aller sur Vimeo, sur YouTube, et d'en tirer une monétisation. Et de ce fait, il y a toute une communauté de fans d'animation prêts à soutenir le court-métrage sur ces plateformes-là. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport au catalogue et aux bases de données et cet effet de centralisation qu'on a à l'agence du court-métrage. Effectivement, il y a d'autres cas comme les nôtres, notamment à Clermont, où il y a centralisation des infos. C'était effectivement la base de l'agence du court-métrage au moment où elle a été créée, c'était de centraliser les films, les informations, les droits et les copies. Parce que dans les années 80, on ne pouvait pas diffuser enfin, c'était compliqué et le court-métrage avait disparu des salles de cinéma, notamment parce que pour programmer 1 heure de contenu, mais on reviendra sur ce terme horrible plus tard. Mais donc 1 heure de projection, il fallait faire 10 fois plus de travail que pour programmer un long métrage, puisqu'il fallait aller contacter, récupérer les films, etc. Donc un des enjeux, c'était de centraliser en un lieu unique les droits, les copies, etc. Et c'est comme ça qu'on a participé à l'aménagement culturel des territoires dont on parle régulièrement du point de vue du court-métrage. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de faire une transition à l'ère du numérique. C'est-à-dire qu'on n'est pas équipé pour saisir toutes les opportunités dont toi tu parles et qu'on a décrit là au fil de notre rencontre. C'est-à-dire que là, nous, on le constate tous les jours presque cruellement à l'agence du court-métrage, parce qu'on a des centaines enfin peut-être pas des centaines, mais des dizaines de plateformes qui viennent nous voir, avec plusieurs modèles différents, plusieurs objets, et qui souhaiteraient référencer de manière massive du court-métrage à destination de leur public. Et matériellement, on a commencé à le faire, mais matériellement, humainement, ce n'est pas possible de répondre à cette demande parce que c'est un travail dantesque pour récupérer 5 centimes par film, vu le contexte dans lequel on est au sujet de la rémunération. Néanmoins, il y a quand même, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur le sujet de la rémunération, mais il faut aussi travailler sur l'outillage technique dont on a besoin pour répondre à cette demande qui existe. Et les deux choses doivent se faire parallèlement. Donc nous, ce qu'on imagine à l'agence du court-métrage, c'est que ça pourrait prendre la forme d'une plateforme, par exemple, une plateforme, là pour le coup, pas du tout éditorialisée, qui répondrait plutôt à notre mission plus exhaustive, plus universaliste de diffusion du court-métrage, qui mettrait en ligne, qui serait vraiment un outil au service des ayants droit, pour mettre leurs films à disposition plutôt en VOD, mais qui pourraient aussi se connecter et centraliser à la fois les droits et les remontées de recettes de manière automatique avec les autres plateformes, dans une base de données. Et comme ça, au lieu de recruter 10 personnes supplémentaires qui feraient ce travail à la main, on pourrait compter sur un outil pour centraliser tout ça. Voilà. Oui, j'avais une question, si c'est possible. Allez-y. Oui. Alors, On va lui donner la parole. Merci beaucoup. C'est moins une question qu'une interrogation un peu angoissée, peut-être de dinosaure, à propos de la diffusion sur Internet. Il y a un problème énorme de rémunération, mais il y a un autre problème de format, mais au sens très concret. C'est-à-dire que c'est du cinéma. C'est-à-dire que moi, je viens de terminer un film, quand on voit le soin qu'on fait à faire un plan, et là je sors de l'étalonnage, et c'est centimètre par centimètre, c'est pas pour que ce soit regardé sur un timbre-poste. Et alors, c'est plus diffusé en salle, comment faire? Évidemment, le film va, j'allais dire, finir sur Internet, c'est pas un pis-aller, mais enfin, Godard disait, regarder un film à la télé, c'est regarder une reproduction sur une carte postale par rapport à... moi, je revendique de faire le tableau, donc il faut qu'il puisse exister comme tableau, et même le court-métrage, c'est-à-dire une nouvelle. Alors, comment? Moi, j'ai des petites idées de diffusion dans des salles qui seraient dédiées à ça, avec un ticket d'entrée minime, enfin, je sais pas. Mais il faut que ça existe en tant que film. L'idée, c'est pas du tout d'abandonner la diffusion en salle, et que notamment, depuis plusieurs années, en fait, la diffusion en salle du court-métrage est en augmentation. On a des chiffres qui sont meilleurs chaque année à ce sujet à l'agence. On travaille avec 900 diffuseurs. Il y a 10 000 œuvres qui sont projetées chaque année.
Donc il y a encore quand même ce travail qui est fait, et effectivement, on est bien d'accord sur le fait que la première fenêtre, c'est la salle. D'ailleurs, à ce sujet, il y a quand même juste quelque chose sur la chronologie des médias. Alors effectivement, on ne nous impose pas une chronologie des médias, enfin en tout cas, bon, elle n'est pas officielle. Mais en fait, elle existe de fait, parce qu'on a des diffuseurs qui préachètent et qui, eux, ont besoin quand même d'une fenêtre d'exclusivité pour continuer à justifier le fait qu'ils préachètent assez longtemps. Juste pour rebondir sur la question de la salle, pour information, nous, les deux films qui sont encore le plus demandés en location sont les deux films les plus piratés, c'est Logorama et Super Vénus. C'est absolument pas des choses qui sont... Enfin, c'est pas parce que le film est vu sur Internet qu'il sera pas vu en salle, au contraire, là-dessus, sans vouloir faire le porte-parole du diable, mais voilà. Donc, je ne sais pas si les gens d'Uni France sont dans la salle, mais l'étude, ils ont sorti récemment leur étude d'analyse des ventes et l'exportation des films, donc sur 2015. Donc, en termes de nombre de ventes, pour revenir sur l'animation, effectivement, sur le top 11, il y a 8 films d'animation. Mais en même temps, dans leur numéro 3, il y a quelque chose qui nous a frappé, c'est qu'il y a Logorama, qui est donc, en 2015, qui est donc un film qui date de 2010. Et c'est-à-dire qu'en fait, le film est encore très demandé en salle, beaucoup à l'étranger, malgré sa présence sur Internet. C'est des choses qui ne sont, pour moi, absolument pas contraires, surtout dans le cas du court-métrage, qui a toujours existé sur plusieurs supports, et qui juste, je pense, va continuer à exister sur plusieurs supports. Quant à vous, voulez prendre la Ça parole? s'enrichit, en fait. Juste, on a une question de timing, je regarde les organisateurs, est-ce que je peux avoir un petit quart d'heure de rap? Oui, chouette. Donc voilà, mais malheureusement, voilà, on n'aura pas plus d'un quart d'heure, donc on va essayer de conclure, mais bien sûr, Quentin, vous avez le temps, et il y aura d'autres questions, voilà, c'est juste pour vous donner un peu une idée de... Il y a quelqu'un qui me dit bonjour? Ah, non, il y a quelqu'un qui visiblement contredit l'autorisation dont je viens de bénéficier. 5. Bon. Je vais faire un commandeur là-haut. Sur ma réponse sur ce sujet, et ça rebondira aussi sur ce que Marie disait par rapport à la question du prix au clic, de la rémunération qui change d'aspect, qui change de point de départ. Je peux prêcher pour ma paroisse, mais c'est pour donner ne serait-ce qu'un exemple. Mubi est parti d'un amour du cinéma qui est celui de la salle, mais aussi du fait de diffuser des films qui malheureusement n'étaient plus disponibles ou qui n'étaient simplement pas disponibles. Moi, l'un de mes efforts principaux aujourd'hui en tant que directeur des acquisitions, c'est notamment de travailler avec des producteurs, des réalisateurs et des agents de vente pour pouvoir montrer des films qui n'ont jamais eu le moindre achat en dehors de parfois leur pays de production. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, sur certaines discoveries, ce qu'on va proposer, si le film, on a un film qui a été produit en Israël, et voilà, c'est le seul pays où il n'est pas disponible. Et nous, on essaie de travailler avec cette optique-là, mais à la base, notre amour vient de la salle, et c'est aussi pour ça qu'on s'engage à travailler sur des démonstrations qui sont événementielles en salle, et aussi, on est devenu distributeur salle pour une partie des films, et là justement on fait pas encore du préachat, mais on y songe, on travaille non pas en revenu cher mais avec MG, donc comme un distributeur traditionnel, donc finalement on a eu des changements au niveau des paradigmes, tout ce qui est question d'achat, etc. Mais ça c'est notre exemple, il y a d'autres exemples aussi, Amazon, Netflix font des sorties en salle, c'est dans des conditions différentes. Encore une fois, je ne sais pas ça de manière péjorative ou quoi que ce soit, ce sont des conditions et des questions commerciales différentes, mais il y a des choses qui vont et des choses qui viennent. En effet, les sommes dont on parle aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient celles du DVD par exemple en France il y a encore quelques temps, mais sont des choses qui progressent. Quand j'ai commencé à Mubi, on faisait des remontées à 20 €. Aujourd'hui, on arrive à remonter même sur des courts-métrages 3 000 à 4 000 $ pour certains, pas tous. Des fois c'est 1000, des fois c'est 1500, des fois c'est 500, ça dépend des territoires, ça dépend du succès du film, mais on vient de loin, et maintenant qu'on arrive à acheter des films en festival, je ne doute pas du fait que nos remontées continueront d'augmenter, que ce soit aussi bien au niveau de ces films-là, montrés sur la plateforme, parce qu'on ne peut pas tout montrer en salle, même si on a envie de faire cet effort maximum, parce qu'on travaille aussi avec les artistes plasticiens, avec le Frais Noir, et je vous ai posé des questions assez intéressantes aussi au niveau de la démonstration sur le net, en bien comme en mal, et de toujours promouvoir la salle. Notre amour via nos partenariats avec la Cinémathèque française, par exemple, comme on a pu le faire sur Ozu et sur Oshima et sur Amalric, mais aussi avec la quinzaine des réalisateurs, avec Vision du réel, avec le film Marseille. Emmanuel Alain, malheureusement, vous serez le dernier, j'allais dire, à prendre la parole, mais concluez, de toute façon, et de manière à laisser à Luc et Ludovic le soin, là, vraiment, de conclure cet après-midi très riche en interventions.
Oui, non, je vais revenir sur différents points. On a entendu beaucoup de choses, essayer de proposer des pistes de réflexion. En tout cas, déjà, sur une réflexion sur l'éditorialisation, on voit à quel point c'est important. Alors, je ne parle pas des plateformes qui sont ici, puisqu'elles font déjà ce travail, mais il serait bien que les autres plateformes VOD puissent s'investir dans l'éditorialisation du court-métrage, créer des corners spécifiques pour pouvoir inviter le public à venir voir du court-métrage. Pourquoi pas aussi mettre en place une réforme qui a été proposée par Anne Bennett dans son rapport, qui est un petit peu le principe de l'avant-séance, mais sur la VOD, c'est-à-dire de proposer au clic, au moment de l'acte de l'achat, d'avoir un court-métrage pour 1 € et plus. Un court-métrage qui peut être en lien avec le long, puisque ce serait le cours du réalisateur, mais aussi un court-métrage qui apporte les mêmes thématiques, voilà, ce genre de choses. Sur la visibilité en 4e fenêtre, alors je sais pas, j'entends des chiffres différents, mais c'est-à-dire l'accessibilité tout simplement gratuite sur Internet, c'est un peu compliqué. De un, moi j'ai une peur quand j'entends tout ça, c'est de formater le court-métrage vers quelque chose qui, on sait que le marché est très fort et que plus on avance, plus on se retrouve avec des œuvres courtes, des œuvres formatées avec un sujet fort qui est là pour buzzer. Et j'en reviens à ce que je disais en introduction, je ne pense pas que le court-métrage a pour vocation de créer le buzz, d'être viral. Sa force est ailleurs. Là aussi, une réflexion sur la diversité culturelle et sur l'implication des pouvoirs publics. Pourquoi pas imaginer un cercle vertueux qui pourrait garantir la pérennité de toutes ces plateformes, à la fois sur des obligations. Alors les obligations, c'est les règles qui définissent le volume d'investissement des diffuseurs vers les offres françaises européennes et leur volume de diffusion. Les chaînes de télé ont des obligations. Il y a des obligations pour les plateformes, mais elles sont un peu loin de la réalité, puisque j'ai les chiffres. Oui, c'est l'obligation de financement à partir de 10 millions de chiffres d'affaires par an et l'obligation de préfinancement à partir de 50 millions de chiffres d'affaires par an. Donc j'imagine qu'aucune des plateformes qui sont autour de moi n'arrive encore à ces chiffres. Et voilà, peut-être que là aussi, on verra dans un an, peut-être. Les seuils sont un peu élevés et de l'autre côté, un soutien, alors pourquoi pas un soutien du CNC ou en tout cas des pouvoirs publics sur un soutien pour justement ces plateformes, à la fois un soutien sur leur fonctionnement, sur les projets de fonctionnement, mais aussi peut-être après un soutien sur leur investissement, sur la création et le financement. Voilà, autre piste de réflexion sur le financement. Là, on parle beaucoup du non-exclusif, mais est-ce que l'exclusif peut ne pas être une piste aussi? On voit que les chaînes régionales qui faisaient partie des financements du court-métrage, et notamment du documentaire, mais aussi d'autres, du court-métrage de fiction, sont en train de disparaître. Est-ce que là aussi, on peut réfléchir à une passation du médium télé-région à la plateforme? Je pense notamment à certains musées qui sont prêts à mettre de l'argent, puisque tout le monde se dote de systèmes de diffusion, mais après il y a toujours la question du contenu. Donc on parle de créer une valeur, créer de la valeur par l'édito, mais aussi peut-être créer la valeur par l'exclusivité. C'est-à-dire pourquoi pas, j'ai un exemple en tête, je ne citerai pas le nom, mais un musée qui était prêt à investir à autour de 5 000 € sur des œuvres essentiellement documentaires et courtes. Est-ce que cet argent qui était au départ une bourse ne peut pas se transformer en préfinancement, et est-ce que du coup on ne peut pas créer un guichet au CNC qui serait dédié à ça? Pour rappel, au CNC, il y a 2 guichets qui pourraient considérer ces œuvres. Il y a le Webcosit, mais qui ne convient qu'aux producteurs qui ont un compte automatique. Alors on sait que les producteurs de court-métrage n'en ont pas vraiment. Et l'autre chose, c'est Nouveaux Médias, mais Nouveaux Médias, c'est vraiment des œuvres qui sont dédiées pour le non-linéaire, alors que là, on parle d'œuvres qui peuvent aussi exister sur le linéaire. Donc voilà aussi des pistes de réflexion sur le financement. Qui peuvent vraiment être des débats, j'allais dire, pour les débats l'année prochaine. Ce serait formidable. Merci beaucoup de cette transition. J'ai demandé à Ludovic Henry et Luc Baptiston de venir me rejoindre, de conclure en beauté ces interventions, ces tables rondes. Merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux, en tout cas à y assister. Merci à tous les intervenants, merci à Xavier, merci à vous. Juste quelques mots en fait pour essayer de conclure cette journée, je dis bien quelques mots.
Vous recevrez d'ailleurs ce soir normalement un communiqué de presse de la part du ROC. Pour revenir sur la première table ronde, voilà, ce qu'on peut juste se rendre compte, c'est que l'étape d'écriture, effectivement, est primordiale et voire essentielle pour les films et profitable pour toute la profession. Je vais quand même relire en fait ce que je m'étais marqué parce que je voulais aller vite et j'ai plein de choses à dire. On voit aussi en fait qu'il y a un problème et un petit déficit au niveau des aides qui existent aussi aujourd'hui pour les aides justement financières pour les auteurs-réalisateurs et dans le développement aussi. Voilà. On a eu quand même une annonce du CNC aussi. Oui, il y a eu une annonce plutôt positive. C'est vrai. Le 1 pour 2 pour certains organismes autour de la formation. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Même si je peux me permettre, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit justement durant cette table ronde. Un auteur ne cherche pas un coach. Un auteur, il cherche un espace pour créer, pour rechercher, pour expérimenter des choses, éventuellement quelqu'un qui l'accompagne. C'est le rôle du producteur. On est aussi des accompagnateurs d'auteurs et des transmetteurs d'histoire. Mais pas un coach. On est d'accord. La deuxième table ronde, inquiétude, ça c'est un peu notre métier d'être inquiet, c'est pour ça aussi qu'on se mobilise. Inquiétude, peut-être même préoccupé. Marie parlait de vertigineux, évidemment c'est vertigineux, on clique. Et puis on a 29-30 millions de vues, c'est délirant. Inquiétude pourquoi? Parce qu'inquiétude aujourd'hui, les télévisions actuelles, le service linéaire finance les œuvres de court-métrage. Inquiétude parce que si elles arrêtent de le financer, ça va mal se présenter, quoi. Alors l'intérêt aujourd'hui, c'est de voir comment on peut concilier justement ces nouvelles formes de diffusion. Il y a une mutation, Hélène dit, les jeunes ne regardent plus la télévision linéaire, alors elles regardent tous Internet. Donc, préoccupation, et donc on va devoir travailler, effectivement, pour comprendre comment, et essayer de voir comment, effectivement, on peut trouver des systèmes complémentaires entre la diffusion linéaire et le financement de la création par la télévision linéaire et la télévision non linéaire, et en tout cas tous ces nouveaux modes par Internet. Donc il va falloir qu'on développe un peu tout ça, qu'on développe le référencement des œuvres. Ça semblait être quelque chose qui a été souligné à plusieurs reprises. Un vrai travail d'éditorialisation sera nécessaire. Et donc on va avoir avec les services publics comment est-ce qu'on peut effectivement travailler le long de l'année justement pour développer une œuvre légale, une œuvre qui permet de préfinancer les œuvres par Internet progressivement. Et j'espère qu'on va y arriver. Il faudra du temps, hein. On a mis du temps, ça fait 10 ans que le ROC existe. Ça fait 10 ans qu'on se bat, 10 ans qu'on avance petit à petit, mais on est plutôt fiers. Donc merci d'être venus. Merci aux intervenants, merci à Xavier, merci au Carreau du Temple qui nous reçoit. Puis aussi, on a fait des films, fait des cours, fait des films. Voilà, toutes les équipes et les membres du ROC. Voilà, et puis j'espère à l'année prochaine. À bientôt.